Vous l'avez découvert à la radio. C'est un concept, c'est vrai qu'on a créé il y a bien longtemps. Depuis des années. C'est toujours entre le génie et l'escroquerie. Vous l'écoutez dans le meilleur podcast de France. Les 30 Glorieuses. Vous en rêviez? Est-ce que vous êtes prêts à voir le meilleur spectacle de France? La Nouvelle Vanne présente. Salut! Seul en scène. DJ Chelou. Moi, tous les Africains. Les plus grands titres revisités par un artiste gaulerie et engagé. Abayaya, tout le monde. Abaya Split. Bonjour, si vous voulez savoir qui a tué Kennedy, venez au spectacle de DJ Chelou. Abaya Split. DJ Chelou, seul en scène. Samedi 6 juillet à 19h au Théâtre République à Paris. On va chanter, on va se marrer, c'est DJ Chelou. DJ Chelou. Hey, j'ai vu ces lolo, pouloulou, j'ai vu ces gros lolo. Réservation en ligne et point de vente habituel. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bravo. Bienvenue mesdames et messieurs aux 30 Glorieuses, un podcast payant jusqu'à la fin du mois de juillet déjà, et on verra dans quel état nous sommes. Bienvenue en tout cas, 5 € par mois pour débriefer de l'actualité qui est de plus en plus chargée. Dans 2 jours, il y aura le premier tour des législatives anticipées. Les scores sont profondément inquiétants. Normalement j'ai un collègue, mais là je vais animer ça seul au moins quelques jours et on va surtout échanger avec le public. C'est parti, c'est 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses. C'est parti, mesdames et messieurs. On va échanger avec ce public formidable. Bonjour Seb. Bonjour Yass et bonjour à tous. Yacine Bellatar, s'il vous plaît, quand même. Merci. Merci. On va commencer avec un auditeur tout de suite. Le Front National est à 37%, ce qui veut dire que pour l'instant, ils auront la majorité absolue. Comment tu t'appelles? Raphaël, ça va? On t'entend. Non, attends, on va t'entendre maintenant. Bonjour Raphaël. Bonjour. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Raphaël, tu es noir, ça ne s'entend pas au micro. Oui, C'est le nom aussi d'une tortue ninja. c'est vrai. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans la finance. Ok, très bien. Ouais. Dans un fonds à New York. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Un Raphaël Noir à Paris, tu serais vraiment, tu veux que je te dise, Dis-moi. responsable RATP d'une station. Max. Déjà, première question, Raphaël, tu es de quelle origine? Camerounaise. Ok. Pour les binationaux, pour bien faire chier l'extrême droite, vous me donnez votre binationalité. Tu es franco-camerounais. Et américain. Et américain? Les 3, ouais, c'est ça. Ah, les 3? Les 3. Mais t'es déjà venu, non? Je suis venu il y a un an, en fait. Ouais, exactement. Tu viens pour tes vacances. C'est ça. Quand tu viens à Paris, tu regardes la Tour Eiffel, tu prends le métro et tu viens me voir. Ouais, et là, je vois le FN qui monte, malheureusement. Oui. Comment on voit ça déjà de New York, toi qui vis là-bas? Tu vis où à New York? Je vis, je vis à Manhattan, Midtown, je sais pas si tu vois où c'est. Cool. Ouais. Comment tu vois l'actualité de là-bas? Bah, moi, je suis parce que, j'ai plein d'amis ici, mes oncles, etc., mes cousins qui sont ici, donc je parle avec eux, je suis le podcast, Twitter, etc. Donc je suis, et bon, c'est bien dommage de voir ce qui se passe. Après, au States, c'est pas bien mieux avec Trump et Biden, donc c'est un peu la cata partout en fait. Hier, ça a été une catastrophe pour Biden. J'ai suivi un peu des... T'as pas vu le débat? En fait, Trump a dit un truc que tout le monde pensait. C'est qu'il a commencé à baragouiner Biden. Ouais. Et il lui a dit j'ai pas compris sa phrase. Et je crois que même lui, il a pas compris. Et en fait, c'est là, je crois, il a gagné le débat. Hein. Ouais, parce que Biden, je crois, ça va plus du tout. Je sais pas si t'as vu, mais ce matin, les démocrates se sont réunis pour éventuellement présenter une autre candidature. Ouais, le mec, il est vraiment à l'ouest. Biden. C'est vraiment un papy. Ouais, Biden. C'est vraiment aberrant de voir un mec comme ça diriger les US, quoi. Ouais, la retraite, franchement, les pads. Mais tu sais, je vais dire, je trouve que quand tu as un candidat d'extrême droite, dorénavant, dans une démocratie, il faut que tu aies un candidat en face hyper puissant. Parce que sinon, tu es dévoré. Tu vois, Trump, c'est un mec d'extrême droite, ouais. On peut, tu vois, le présenter comme tel. Et en fait, si tu mets pas quelqu'un de ultra puissant face à lui, et ben en fait, il finit par te dévorer, tu vois. Ouais. Et là, Trump, vraiment, il y a de grandes chances qu'il soit élu. Hein. S'il se mange pas le procès. Hein. Juste pour continuer, Raphaël, comment tu ressens la politique en France? Écoute, là, je suis là depuis 2 semaines. Pour l'instant, ça va, mais je sens quand même qu'il y a quand même, on va dire, un nuage noir qui est là au-dessus de la France.
Et non, enfin, ça fait peur de voir que la FN peut avoir accès au pouvoir. Moi, en tout cas, j'ai voté. Tu as voté quoi? J'ai voté pour NFP, le Front Populaire, parce Pourtant, que... toi, t'es plutôt NFT par ton métier. C'est vrai. Maintenant, il faut absolument faire barrage au FN, enfin au RN maintenant. Mais tu sais, pardon, hein. Allez tous voter, sauf une surprise incroyable, mais je crois qu'il va falloir surtout qu'on se dise à 48 heures que l'extrême droite a gagné. 37%, c'est très, très, très élevé. C'est-à-dire qu'il leur manque que 14% pour passer, et je crois qu'on se dirige vers une majorité absolue, et ça, c'est indéniable. Ouais, non, j'ai peur. Ouais, bien sûr. Bah, alors, je suis pas partisan de ce que fait le président de la République sur le Nini. Il faut vraiment, tu vois, vraiment aller voter contre l'extrême droite au second tour. Et ça va être compliqué. Ouais, non, c'est clair. Merci à toi, mon cher Raphaël. Merci. Donne le micro à côté. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Josiane, la maman de Raphaël. C'est pas vrai. C'est Raphaël qui Josiane, si je puis me permettre, j'aurais cru sa grande sœur. Dis-moi tout. Alors, donc, c'est Raphaël qui m'a entraîné ici. Il me parle souvent du podcast. Il m'envoie des extraits. Et on se retrouve à Paris par hasard ensemble. Et c'était une belle occasion de venir vous voir, de visu. Alors, en ce qui concerne ce qui se passe au niveau politique, j'ai envie de dire que, en fait, c'est bien qu'on aille voter contre le FN, mais est-ce que ça ne représente pas un peu ce que les gens pensent aujourd'hui, en fait? C'est-à-dire que... Je ne sais pas si ça... On va faire un barrage, mais le barrage, s'il y a une majorité de la population qui pense comme ça, c'est que... Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait de dire... Je pense qu'il y a des gens qui étaient de droite, et voyant l'épopée de l'extrême droite, ça les a réconfortés. Mais je trouvais comme un enfant, tu vois, il y a des enfants qui doivent avoir des idées un peu particulières, mais l'éducation fait que... Il reste dans le droit chemin. Oui. Et je trouvais que la France, jusqu'à présent, sur l'extrême droite, on était plutôt éduqués. Mais jamais il y a eu autant d'actes racistes en si peu de temps. Je ne sais pas si tu as vu. Oui. Mais surtout hier, toi qui es franco-camerounaise aussi, oui. Le choc émotionnel, ça a été ce député qui a dit qu'on n'avait pas le droit d'être un ministre binational. Ça veut dire que l'extrême droite, sous son programme, a vraiment l'ambition de nous mettre avec des croissants verts pour les musulmans. D'ailleurs, c'est assez marrant. Ça touche moins les Noirs. L'extrême droite a réussi, ce que me disait un militant, à récupérer une partie de l'électorat noir en leur faisant croire que le problème, c'est les Arabes. Et de toi à moi, il y a une partie de... Au même titre que les Arabes, certains Arabes pensent que les Noirs sont responsables. Il y a certains Noirs qui disent « Ouais, mais nous, c'est pas les Arabes. » Parce que c'est vrai que ça m'a l'air d'être ça. D'ailleurs, est-ce que tu as entendu des discours comme celui-ci ? Non, j'avoue que moi, ça fait longtemps quand même qu'on a quitté la France, donc c'est pas... Et je vis dans un environnement, même quand je suis avec des Français, des gens qui sont sortis beaucoup, donc on n'a pas... Aux États-Unis, tu parles. Ouais. Même si je suis dans un milieu, même quand je suis dans un milieu francophone, ce sont des Français qui ont voyagé à l'étranger, donc même s'il y en avait qui avaient ce genre de discours, ils ont compris en fait qu'ils étaient dans le faux en fait. Et oui, là, je suis d'accord avec la question de l'expat. Tu travailles dans quoi, toi ? Aujourd'hui, je travaille aux Nations Unies. Mais tu m'as dit ça comme si tu travaillais au tacos. Ouais. Non, mais parce que c'est un peu long. Mais justement, la question des Nations Unies, je sais pas ce que tu fais là-bas. Je suis dans la communication écrite, donc. D'accord. Mais là, tu as passé une année éprouvante avec ce qui se passe en Israël et Palestine. Plus qu'éprouvant, ouais. Mais justement, mais ça a contribué au climat. C'est compliqué. Oui, ça a contribué au climat, mais je ne pense pas que tout le fait. Donc, pour revenir sur la binationalité, moi, je pense que ce sont juste des discours populistes. Ce ne sont pas des choses qu'on change comme ça du jour au lendemain. Parce que enlever la binationalité, ça risque de pénaliser aussi beaucoup la France. Donc, quand on parle de binationalité, ce ne sont pas juste les Noirs et les Arabes. Des binationaux, on en a qui sont des Français de souche. Je suis d'accord avec toi, mais là, vraiment, ce que tu ne ressens pas en vivant loin, c'est que l'extrême droite a réussi, en disant binational, tu as raison sur le papier. Ouais. Mais dans le fond, en fait, ils visent les Arabes et les Noirs. Tout simplement. C'est dommage, mais je pense pas qu'ils iront au bout de ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de choses, c'est des discours, en fait, pour rameuter, en fait, les gens de leur côté, mais est-ce qu'ils ont vraiment un plan ?
j'ai pas bien suivi les programmes et tout ça. Est-ce qu'ils ont le plan? Est-ce qu'ils Non, ont mais y les a pas politiques, les moyens de leur politique? Tu sais, il y a un journaliste qui a dit un truc très vrai tout à l'heure. On a plus passé du temps durant cette campagne à parler du programme économique et on n'a pas parlé du programme, j'allais dire, racialiste. Ouais. Alors que l'urgence, c'est pas l'économie. Moi, franchement, est-ce que ça va vraiment changer les choses? Après, pour les investisseurs et tout, évidemment. Mais pour le kidam des Français, c'est pas économiquement qu'il veut voter FN. Oui. C'est en fait, à la base, il veut voter contre eux pour un problème de racisme. Oui. Et que les journalistes blancs aient passé en priorité le programme économique au lieu de juste dire c'est des racistes, il faut pas voter pour eux, ça donne une tendance. Mais c'est parce qu'il est, quelque part, c'est une façon de les cautionner. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une façon de les cautionner. Et pour moi, ça reflète aussi la société française qui n'appelle pas un chat par rapport à la société américaine qui, évidemment, c'est deux histoires différentes avec les Noirs, comment l'Amérique s'est construit l'esclavage. Ce n'est pas le cas ici, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire là-bas. Légalement, on ne peut pas le faire. On n'accepte pas de manière éthique. Ici, on a toujours besoin de justifier, d'expliquer. Oui, mais excuse-moi. Ça, malgré ton côté franco-camerounaise, ce que tu as dit est vrai. C'est qu'on ne l'accepte pas aux États-Unis parce qu'à un moment, c'était institutionnalisé. Oui. Il y a 70 ans, il y avait écrit aux États-Unis « Interdit aux Noirs ». Oui. En France, on n'a jamais goûté à ça. Il y avait, par provocation, dans des bars, interdits aux Italiens et aux chiens. Tu vois, il y a eu des bars comme ça. Oui. Mais aux États-Unis, il y avait des États, la Géorgie, l'Alabama, qui étaient clairement des endroits ségrégationnistes. Exactement, mais ici, ce n'est pas institutionnalisé, certes, mais il y a beaucoup de choses qu'on laisse passer, en fait. Oui, qu'on laisse passer et qui ne sont pas, comment on appelle ça, pénalisées. Elles ne sont pas pénalisées. Mais je te donne un exemple. Sans parler de problème de racisme. Le droit français, typiquement, mon avocate écoute ce podcast, sur la question de la diffamation. Oui. En France, quand tu diffames quelqu'un, le maximum, c'est 3 500 € d'amende. C'est pour ça que les gens sur Twitter, ils se permettent des choses comme tu n'as jamais vu. Alors qu'en Allemagne, Twitter, quand tu parles mal de quelqu'un, les amendes, par exemple pour propos racisme, Twitter fait très attention en Allemagne. Ici, par exemple, je vois là, les gens, ils sont... Bon, les gens se lâchent. C'est 4002, donc enfin, c'est plus élevé en Allemagne qu'ici, c'est ce que vous disiez. Donc, j'imagine que ça dissuade les gens Non, mais aux États-Unis, tu le sais, parce que vous êtes sur le modèle américain, ouais. Si quelqu'un est diffamé et que ça porte préjudice à sa carrière, à son économie, tout ça, il y a quelqu'un en face qui peut payer, c'est des procès qui nous faisaient rire à l'époque, mais des millions de dollars. Ah ouais, non, on ne rigole pas avec ça. Tu vois, on ne rigole pas avec aux ça. États-Unis, tu te brûles avec une frite au McDonald's, tu portes plainte contre McDonald's, t'es millionnaire. Non mais après, nous, ça nous faisait rire. Oui. Mais je te jure que plus je vis, plus je me dis, pas les frites, hein, mais en tout cas sur la diffamation, je le dis, j'ai fait une sortie contre Mélenchon il y a 2 jours, qui a été vraiment, qui a fait exploser, je crois que je suis à 4 ou 5 millions de vues, c'était pas le but d'ailleurs. Oui. Et en fait, beaucoup de gens ont écrit des trucs sur moi, sur Internet et tout, très violents. Et en fait, moi, je change pas, j'ai pas fait de podcast depuis, mais je change pas ma position. Je pense que vraiment Mélenchon va mettre les Arabes et les Noirs de ce pays dans un état de rage, comme jamais un homme politique n'a allumé le gaz sur nos communautés, tu vois. Et que, tout simplement, je pense qu'il y avait un projet politique, mais il n'y a pas un projet moral. Tu vois, Mélenchon... tu vois, hier, il y a un proche de Mélenchon qui m'appelle et qui me dit « Ouais, mais tu peux pas dire ça. » Je dis « Non, mais t'as pas compris. Il a tellement d'impact sur toi que toi, tu dis « Tu peux pas dire ça. » Mais je lui dis « Là, il joue avec la vie de mes enfants, Mélenchon. S'il était bon, il se retirerait. Et tu vois, chaque jour qui passe, c'est une nouvelle polémique. La celle du jour, c'est qu'il accuse... il dit que les gens qui ont dit à mort la police, c'est pour rigoler. Même le fait de le dire... Ah ouais, c'est clair. Malgré ce qu'il essaye. Ça y est, les journalistes, ils ont la phrase qu'ils voulaient dire. Et aujourd'hui, la polémique, c'est... qu'il est d'accord avec ça. Mais si tu veux, aujourd'hui, nous, vous, aux États-Unis, un Bernie Sanders, qui serait une forme de Mélenchon de chez vous, il connaît ça. Oui, alors, chez nous, c'est Macron, Bernie Sanders. Ouais, à peu près. À peu près. Ouais. Mais chez vous, c'est un Mélenchon, quoi. Ouais. Voilà. Mais juste pour préciser quelque chose là-dessus, tu sais, ce qui me frappe, c'est que, je le redis encore, et ça me coûte beaucoup d'amitié ces derniers jours, les Blancs de ce pays ne sont pas du tout solidaires, en tout cas de ce que les Arabes et Noirs vont vivre.
Et on est à 48 heures d'un état psychologique, tu vois, franchement, moi je sais pas, ça fait 3 jours que je suis enfermé et tout, je ne sais pas comment, tu vois, même tout à l'heure, j'ai mal pris une blague alors que je suis un humoriste, quelqu'un m'a dit en rigolant, en disant, t'as pas peur du 8 ? Le 8 c'est la fin des élections, mais je connaissais pas le gars. Ah, ok. Et normalement j'aurais rigolé, et là je me disais, je sais pas qui c'est en fait, je sais pas s'il dit ça pour rigoler, je sais pas, tu vois, je suis rentré dans une parano que vous avez déjà, enfin, vous vivez déjà aux États-Unis, les Noirs américains. Quand j'ai bossé aux États-Unis, quand tu fais une joke sur les Noirs, déjà les Blancs font pas de joke sur les Noirs. Non, on est d'accord ou pas ? Ils ont peur. Et deuxièmement, si tu fais une joke, faut que vraiment les gens ils te connaissent, tu vois. Et je regarde même moi des humoristes américains blancs, ils s'attaquent pas aux Noirs. C'est inimaginable. Alors que nous, là, regarde, franchement, je voyais des journalistes, je me disais, mais je crois il est fou. J'ai posté le dernier extrait là de Pégase, je sais pas quoi, là, Perico Legas, le mari de Polony, qui a dit les gens ils appellent leurs enfants Mohamed en hommage à Mohamed Merah. Et tu dis mais gars, c'est le nom de notre prophète. Non mais normalement quand on le cite, on rajoute une phrase pour lui rendre hommage à ce qu'il est. Et là tu viens de prendre le nom de notre prophète et tu l'as mis à côté d'un nom de djihadiste. Tu vois ? Et il a comparé les noms comme Oussama à Adolf Hitler. En disant les gens n'appellent pas Adolphe à leur espèce de tocard. C'est interdit par la loi allemande de donner le nom Adolphe. C'est pour te dire à quel point il les a traumatisés. Et le nom Oussama, c'est juste un prénom chez nous qui existe, tu vois. Mais pour montrer le niveau. Conclue, vas-y. Mais comment donc les gens réagissent à ce genre de propos ? Parce que là, justement, il devrait avoir une déferlante De rien. Ben voilà, et ça veut dire que la société est en train d'accepter certaines choses. Pour moi, c'est... Mais ça y est, mais je pense qu'on a vraiment perdu une bataille. Et je vais te dire, Frangine, vous qui vivez aux États-Unis, je suis un peu jaloux de votre système là-dessus. C'est que le lobby, en France, c'est un gros mot. Et pour pas dire c'est un cliché, parce qu'on dit à chaque fois lobby juif. Et on dit aussi un peu lobby gay. Mais moi, je serais très heureux qu'il y ait un lobby noir, un lobby arabe qui pèse, tu vois. Parce que je te jure que les gens, ils feraient attention. Et d'ailleurs, vous, aux États-Unis, il y a un lobby noir qui est prêt à soutenir un noir jusqu'au moment où, tu vois, je suis en train de m'intéresser à l'histoire Puff Daddy. Tu vois, il est très soutenu par les noirs. Et quand au moment, il y a trop de... so many proof, les gens, ils ont dit, bro, this is the end. Non, mais tu vois, mais au début, à chaque fois, ils sont là d'abord en disant, hey, oh, calme, c'est un des nôtres, tu vois. Alors que nous... Quand c'est un arabe ou un noir, les autres, ils disent... si je peux me permettre, avant de clore, c'est justement la question que je voulais poser, mais j'ai eu peur de prendre sur votre temps de parole. C'est de dire, est-ce que les Noirs ou les Arabes font... Il y a des collectifs, enfin, collectif, c'est peut-être pas le bon mot, mais des associations ou justement des lobbies pour défendre leurs droits. Et est-ce qu'ils auraient la plateforme pour le faire ? Est-ce qu'on les laisserait faire ? Et est-ce qu'il y a même des gens qui pensent à ça ? Parce que, en fait, quand on parle des Blancs qui vont pas être solidaires, c'est un peu partout pareil. Un Blanc, c'est difficile qu'il soit solidaire, à moins qu'il soit vraiment curieux, parce qu'il ne pourra jamais être à la place, se mettre dans la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Alors, écoute-moi bien, parce que t'es magnifique. J'ai dit ça de Mélenchon, en gros. Ça fait 1 mois que je dis ça. En lui disant, arrête de te substituer à notre émotion. Ce dont tu parles là. L'émotion de le vivre, il sait pas ce que c'est. Et franchement, je te le dis, je crois que je suis le seul qui lui dit ferme ta gueule à l'échelle nationale. Il y a des gens, ils sont lobotomisés par ce type. C'est genre, il n'y a même plus de discernement. J'arrête pas de m'embrouiller avec des potes à moi très violemment. Il y a un pote à moi qui était un bon militant que j'aimais beaucoup des Bosquets, qui est prof, tu vois, et qui m'a dit retire ce que tu as dit. Ça, c'est des discours de secte. C'est Raël. Retire ce que tu as dit sur Mélenchon. Je dis, mais t'es un baiser ou quoi ? Je dis, t'es l'un des militants que je respecte le plus. T'es un rebeu. Ouais, mais c'est le seul qui prend notre défense. Mais de quoi tu parles ? C'est Raël, là. C'est comme ça, tu sais, quand il y a tu vois, c'est comment ça s'appelle Waco, la secte Waco, où les gens ils disaient, mais c'est le fils de Jésus. Et tu sais, il y avait des GI devant qui disaient, mais non, on va le tuer. Tu sais, après, tu te souviens de Waco, quand les GI disaient, mais il a baisé ta femme. Tu te souviens, Waco, il avait baisé avec toutes les meufs, et c'est les GI qui disaient, mais c'est pas Jésus, il a baisé ta femme devant toi. Oui, mais c'est parce que c'est le fils de Jésus. Et je crois que Mélenchon, il a amorcé sur une partie de notre société le fait qu'il est indispensable. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, je pense que ça va être, pour répondre à ta question, ça va être dur de déconstruire ça dans beaucoup de quartiers.
Parce que le choc émotionnel, le Big Bang, il va arriver dimanche soir. Quand on va voir la carte de France, beaucoup d'entre nous racisés vont dire « c'est fini les amis ». C'est fini les vacances dans 3 semaines. Un pote à moi m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a dit, je suis allé voir le sondage de Bardella là où j'ai prévu de partir en vacances. Et en fait, je vais aller dans un autre endroit. Wow. Bah, ça, c'est quoi? C'est les États-Unis des années 50 que tu connais. Quand les artistes noirs américains disaient, je joue pas en Géorgie, je joue pas en Alabama parce que, mec, là-bas, pardon le mot, mais t'es un négro. Donc, soit t'es fou d'y aller, ou soit... Téméraire. Ouais, t'es téméraire, mais c'est la phrase de Ray Charles. Ray Charles, en fait, doit jouer, je crois que c'est en Géorgie, il doit jouer là-bas, et c'est le public qui lui dit, mais gars, regarde ce qu'ils font à tes frères, d'où tu viens, d'où Georgia on my mind. C'est qu'il finit, tu vois, vraiment, et en fait, il prend conscience, alors que Ray Charles, disons la vérité, c'est longtemps Nigger House, Nigger Field, c'est que longtemps, et en fait, c'est la communauté noire qui lui dit, mais Joe, si toi tu y vas, c'est pour ça qu'ils prennent confiance. Et je peux redire mot pour mot cette phrase-là à Jamel Debbouze. C'est parce que tu vas chez Canal et que du coup tu es avec Bolloré que les fachos ils se disent « les autres Robert Renoir, qu'est-ce qu'ils sont relous ?» Heureusement, il y a des Jamel qui sont... Alors que si Jamel il disait « ouais, j'y vais pas », bah là, tu vois, t'enclencherais quelque chose. Merci à toi, Frangine. Donne le micro à côté de toi. Voilà, derrière là. Bonjour, comment tu t'appelles? Julien. Alors, t'as une tête de Rachid. Julien, tu fais quoi dans la vie? Je fais de l'informatique. Ok. Comment tu vis l'actualité? Pas super. Tiens, décale-toi que je te vois. Je préfère parler avec les gens droit dans les yeux. Comment tu le vis? Pas super. Pas super, d'accord. Je serais super. Non. Et alors? Tu connais le podcast ou pas du tout? Ouais. Ok. Tu connais le concept d'échange ou ouais. Toute la journée, t'es devant un ordinateur et... Non, je connais, ouais. Tu vas aller voter? Je vais aller voter, ouais. Alors, pour qui? Pareil qu'à ma droite. NFT? NFP. Ça te met bien. Comment tu ressens les choses? T'es de quelle origine? Parce que tu m'as l'air métissé. Français, Camerounais. Français, Cameroun? Ouais. Regarde, les Camerounais, vous me dégoûtez. Vous êtes les regroupe, Algériens des Noirs. Automate. Dès qu'un Camerounais, il entend un Camerounais, il dit tu vois, c'est le seul. Deux Maliens, ils se rendent compte, ils disent même pas, ouais, ça lave et tout. Les Camerounais, on dirait l'ultra-puissance. Tout ça parce que vous avez été colonisés par des Allemands. Tu vois, et ben franchement, je vais te dire, Samuel Eto'o, ce qu'il a fait, il n'y a que les Camerounais qui comprennent. T'as vu cette séquence? Quand il dit au nouvel entraîneur. Ouais. Tu lui mets un coup de pression. Et ben, il s'est énervé comme un Camerounais. Dur, ferme. J'ai bien aimé. Et franchement, je me suis dit, les Blancs qui ne connaissent pas les diversités de Noirs, ils comprennent pas qu'un Camerounais, jamais, c'est pas faire offense à des Maliens, parce qu'il y en a dans la salle, ou des Sénégalais, mais un Camerounais, chez lui dire, je vais appeler votre patron, oh là là. En plus, Samuel Eto'o, j'ai dit, pap, il va te piétiner. Et il lui a dit, c'est quoi la phrase qu'il lui a dit? Il a dit une phrase vraiment de Camerounais où je me suis dit, tous les Camerounais, ils ont dit, il a dit, je vous demande de me respecter. Et je me suis dit, mais cet entraîneur, franchement, tu sais pourquoi il m'a fait rire? Pour ceux qui n'ont pas vu l'embrouille, c'est que Samuel Eto'o, c'est un mec déjà qui est mégalomane. Mégalo, tu vois, vraiment. C'est vraiment un mégalo. Et sa carrière parle pour lui. La phrase dont je me souviens à l'époque où je jouais au foot, c'est quand Thierry Henry, qui est meilleur joueur d'Arsenal, arrive au Barça. Tu connais pas cette phrase? Et dans l'équipe, tout le monde dit, il va virer Samuel Eto'o. Tu sais, en fait, il y avait Messi et tout. Phrase de Samuel Eto'o dans l'équipe que j'ai gardé longtemps en poster. Il y a un banc de touche à Barcelone. J'ai dit, pas. Quel fou furieux. L'autre, tu te souviens, Thierry Henry. Mais il n'y a qu'un Camerounais qui est capable de dire, allons-y. Et je pense que ça a construit l'image d'Eto'o parce que, pour moi, c'est un militant politique. Moi, j'avais précisé, j'avais conseillé qu'ils ne reprennent pas la tête de la Fédé parce que ça l'expose. Mais en tant que Camerounais, je te dis deux choses. Je crois que je connais mieux ton peuple que toi, mon cher Julien. Samuel Eto'o, c'est un mec du peuple. Et juste te dire quelque chose. Sa première femme, c'est une Espagnole. Il a un enfant métis. Donc déjà, quand il vient du bled et qu'il arrive à Majorque, chez les Espagnols, il n'y avait pas des Renois comme ça, saillants sur deux. Parce qu'il est formé, à la base, c'est même, je crois, il vient du Real Madrid avant d'aller au Barça. Et donc, pour te finir, le gars, déjà, c'est un possédé. Mais après, la force qu'il a, c'est que c'est vraiment l'un des plus grands joueurs de tous les temps de l'Afrique. Et il a un tel ego que l'ego, ça peut te transcender. J'espère que Jamil écoute ce podcast, puisque c'est son cas. Il a eu raison au final, non? Hein? Il n'a pas fini sur le banc, Henry? Ouais. Non, mais parce que
Ça, c'est pour ceux qui connaissent le foot. Barça, c'est une secte. Je vais encore utiliser ça. Et Ça revient souvent. Et l'un des patrons du temple, c'est Xavi Iniesta. Tu sais pourquoi Thierry Henry, il n'a pas été respecté par le vestiaire? Tu es au courant de l'histoire? Pourquoi il est signé au Red Bull à 30 ans et qu'il a pris 250 millions d'euros? C'est que Thierry Henry, à l'époque, il divorçait. Il a eu un divorce un peu houleux où sa femme a gardé son enfant, ce qui arrive. Et ça l'a beaucoup affecté. Et il en a parlé en interview. Et en fait, les Catalans sont très pudiques. Et en fait, ils se sont dit, c'est qui ce gars qui parle de sa vie privée? Sur un détail comme ça. Et en fait, après, tu avais l'éclosion du Lionel Messi, tout ça. Mais si tu veux, Samuel Eto'o, après, il est allé à l'Inter de Milan, il a fait tripler avec José Mourinho. Et ça, c'est qu'il y a que les Camerounais pour comprendre, tu me coupes si j'ai tort. Je vois très bien dans sa tête de Camerounais ce qu'il a dû se dire. Il a dû se dire, moi, je ne vais pas gagner. Et c'est vrai, tu ne te souviens pas de cette saison de Samuel Eto'o, il jouait arrière droit à un moment. Et pourquoi moi je l'aime beaucoup ce joueur? Parce que c'est un militant. C'est le jour où j'ai vu des Italiens fachos se lever pour l'applaudir pendant un match. T'as pas vu cette histoire? Je vous conseille de la lire, c'est l'un des plus beaux trucs que j'ai vu du foot. C'est que pendant un match, les gens se sont levés, ils ont applaudi et tout le monde a dit mais il n'y a pas de minute de silence et tout. C'est que tellement Samuel Eto'o, il faisait un match de... Et tu te souviens qu'il y a eu des actes racistes à son encontre. Quand il a fait le singe, une fois il a fait le singe devant eux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je parlais avec des Camerounais, ils me disent vous rigolez trop avec Samuel Eto'o. Mais au bled, il est respecté pourquoi? Il a voulu se marier avec une femme locale qui était de bonne famille. Et le bled, c'est les castes. Et Samuel Eto'o a transpercé ces castes-là. Donc beaucoup de gens du peuple font un transfert sur Samuel Eto'o. Il allait en prison, il donnait de l'argent aux prisonniers. C'est pour ça que là, l'entraîneur belge Miskin, qui tient tête à Samuel Eto'o, tu dis, mais gars, c'est pas l'enfant du pays. Tu vois, et franchement, je le dis parce que je le connais un petit peu. Même Didier Drogba, il n'a pas ce pouvoir-là sur les Ivoiriens. Alors qu'il a stoppé une guerre, tu vois, pardon pour cette parenthèse. Mais il parle de lui même pour se lancer en politique. Qui? Je sais pas, j'ai entendu des Didier Drogba a voulu reprendre la fédé ivoirienne. De Eto'o. Qui? Pour la présidence? Ouais. De la République? Non. Frangin, j'étais pas né que Paul Biya était déjà le président. Justement. Et je pense qu'il boit du sang de crocodile et qu'il va être là 200 ans. Non, mais tu vois, il y avait Bongo. Non, pas pour reprendre, mais pour perturber, quoi. Non, mais franchement, je vais te dire, j'en suis la preuve. Quand tu touches aux politiques d'un pays, tu touches à quelque chose, c'est pas une maison de disques, c'est pas... Tu sais, la politique, c'est important au Cameroun. Hein. Celui qui met le doigt dedans, franchement, je te le dis. L'Afrique, c'est le pouvoir, c'est pas... Tu viens faire un débat face à moi. Si le mec, tu vois, même tu sais, c'est mon ami Wallace qui y voit rien. Il m'a dit, quand j'ai voulu jouer mon sketch à l'Afrique du Rire, il m'a dit, Yacine, mollo sur un tel. C'est la première fois qu'on me disait ça. Sur un ministre et tout. Alors que je ne connaissais même pas. J'ai dit, mais frangin, c'est intéressant que tu anticipes. Il me dit, non. Et c'est un Ivoirien, Wallace. Il m'a dit, pas de débordement, on est en affaires. Et en fait, c'est ça la force, tu vois. Mais je te donne un exemple. Enfin, vraiment, je ne te donne même pas un exemple, mais tout ce on se dit là, c'est intéressant pour le podcast parce que c'est ta culture et tout. Mais c'est ça, être binational. Tu vois, ce qu'on est en train de vivre là, c'est des émotions qu'un militant d'extrême gauche blanc ne peut pas comprendre. Toi, tes deux parents sont... Lequel de tes parents est camerounais? Mon père est camerounais, ma mère est française. Et à la maison, c'était Cameroun ou... Mais j'ai grandi qu'avec ma mère. D'accord. Et est-ce que tu es revenu vers cette culture ou pas du tout? Pas tellement. Alors que tu en portes fièrement les couleurs? Non, jamais... Tu te sens camerounais? Ouais. Non, mais c'est important. Juste, regarde, franchement, je vais te dire un truc. C'est plus puissant que tout ce que j'ai vu sur l'extrême droite depuis 3 jours. T'es le cas typique de binationalité que la plupart des gens ne comprennent pas. T'as grandi sans ton père? T'as grandi avec ta mère, c'est ça? T'as pas grandi avec ton père? Non. Et pourtant, tu te sens d'une culture dont la personne qui te l'a transmise n'a pas grandi avec toi. Oui. Est-ce que tu as rencontré ta famille côté paternel ou jamais? Si, ouais. D'accord. Est-ce que ça a été fait tout au long de ta vie ou tu y es allé une fois Récemment. Voilà. C'est vraiment c'est un beau moment de radio qu'on est en train de vivre. Donc, t'as quel âge aujourd'hui? 31. Donc, c'était quand le voyage? Ah non, je suis jamais allé par contre. D'accord. C'est ici en France. J'ai rencontré la famille ici en France. D'accord. Et tu as échangé avec eux? Ouais. Est-ce que tu te sens plus camerounais depuis que tu les as rencontrés ou pareil? Ouais, j'imagine.
Ouais. Non, mais c'est un vrai échange. Hein. C'est pas moi qui l'ai vécu, c'est toi. Si, ouais. Est-ce que quand t'entends parler de binationalité, ça te touche ou pas du tout? Moi, je suis juste français, mais ça me touche quand même. Bah, attends, il faut qu'on raccorde les violons. Il y a 2 secondes, tu vas de me dire, je suis franco-camerounais. T'es pas juste d'origine. français. Mais Donc- je veux dire, en tant que les papiers, j'ai que les papiers français. Oui, mais tu Donc je pourrais suis pas considéré officiellement. Sans parler de papier, statutairement, mais moralement, tu sens que tu as du Cameroun en toi? Par exemple, est-ce que comme Samuel Eto'o, tu t'es dit, je vais être le meilleur ingénieur informatique du monde? Je sais pas. Mais tout ça, c'est intéressant, Frangin, je te jure. Ça peut paraître laborieux d'en parler et tout, mais là, tu es en train de donner un vrai moment de radio aux gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as conscience de ce que tu représentes ou est-ce que tu n'en as pas conscience? Ce que je représente, c'est-à-dire en tant que métis. Ouais. Ouais. Ça, t'en as conscience? Je connais les... Ouais. Je vais pas t'amener au Cameroun pour des raisons budgétaires, mais je te conseille fraternellement, du moins si c'est, je sais pas s'il y a des embrouilles familiales ou pas, mais je connais beaucoup de métis qui font un voyage comme ça, un moment dans leur vie. Alors les Algériens, c'était un autre voyage, parce que des fois, tu as des Algériens père et mère, mais pendant des années, à cause de malheureusement de ce qui s'est passé en Algérie, ils n'allaient pas en Algérie. Mais le jour où ils y allaient, ils avaient l'impression d'avoir toujours été là. Toi, ça se trouve, tu vas aller au Cameroun, Frangin, et ça va... C'est prévu. Ah, tu vois, je savais bien. T'es relou comme auditeur, mais c'est pas grave. Quand est-ce que tu veux y aller? Possiblement mon prochain voyage. D'accord. Avec c'est ta chère et tendre à côté de toi? Ouais. Tu vas aller au Cameroun ou pas? Ta femme est blanche, 100% blanche? 100% française? Selon... Bonjour. Non, bonjour. Ben non, je sais pas trop. J'ai un... Comment tu t'appelles? Juliette. D'accord. Juliette, t'es quoi? Ben je sais pas trop. Ça, c'est la phrase des Blancs. Ouais, non, c'est vrai. C'est la phrase des Blancs qui doutent. Je sais pas trop, je crois. Non, je doute pas, mais du côté de mon père, c'est un peu histoire de famille compliquée. On connaît pas tout. Donc en vrai, je pourrais être je sais pas, partout en Europe, j'imagine. Je suis blanche. Oui, il y a un oncle sénégalais qui apparaît. Non, bah, je sais pas. Je te pose la question. Tu es avec un homme qui est concerné par l'actualité au vu des positions racistes. Comment tu le vis, toi? Bah moi je le vis mal parce qu'en vrai tout le monde le vit Dans le mal. micro. Parle bien dans le micro s'il te plaît. Ouais. Moi je le vis mal parce que tout le monde le vit mal autour de nous, enfin de tous les gens qui nous entourent, ma famille, mes amis, enfin on a grandi ici en plus. Du coup bah forcément c'est mauvaise ambiance hein. Moi je crois que je le dis ouvertement devant vous, je crois que je suis en train de traverser une des dépressions les plus dures de ma vie. C'est vraiment, si je savais pas ce que c'était la dépression, là j'ai atteint... T'es d'autant plus concerné vu que t'es binational. Mais pas que. Enfin déjà, je suis concerné parce que je crois que je suis le seul qui apporte cette cause comme un fardeau. Non, mais du coup, c'est vrai que si j'avais 2 nationalités, je me sentirais encore plus lésée par tout ça, tu vois, je pense. Oui et non. Parce que c'est grave quand même. Je trouve que les Blancs, vous avez le syndrome en ce moment du converti. Ben c'est-à-dire que les Blancs qui sont... Non, mais même qui sont en union avec un... On a grandi à Paris et je sais pas, moi j'ai toujours grandi avec tout le monde autour de moi. Du coup, je sais pas en fait. Mais non, quand je te dis que tu es grandi à Paris ou pas, je parle notamment aux gens qui nous écoutent, qui sont en couple mixte, le blanc, homme ou femme, ou homme, enfin bref, peu importe, a le syndrome du converti en ce moment, je le sens. C'est-à-dire les Blancs sont plus engagés contre le FN que des fois le racisé qui a, disons-le entre nous, a déjà abdiqué. C'est ça, moi, qui me rend dépressif. Et le FN, il ramènera quand même des choses. Enfin, là, de tout ce qu'on a vu de l'extrême droite en Europe, par exemple, ça a toujours été les immigrés, les femmes. C'est les premières lois qui sont abrogées, tu vois. Ça sera pas les femmes. Au-delà de l'aspect nationalité, raciale ou autre, même déjà en étant une femme, de voir comment se comportent les autres pays, genre la Pologne et tout, c'est quand même inquiétant. Aujourd'hui, en Pologne, tu te fais violer et tu dois porter l'enfant de ton viol parce que l'avortement est interdit, c'est grave. Non, mais moi, je sais pas où est-ce que tu as fait ta scolarité, mais comme dans l'humour ou ailleurs, je dis toujours... faut pas regarder celui qui a 4 sur 20 de moyenne. Tu vois, comparer notre système par rapport à celui de la Pologne pour se dire on a de la chance. Oui, bien sûr. En fait, mais... au pays de Simone Veil, non, moi, c'est surtout ce qui m'intéresse, vraiment, c'est la solitude de... J'ai pas la chance d'habiter à New York, mais en fait, je me dis, là,
Où sont les alliés Hier, c'était mon anniversaire. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Non pas que j'ai 42 ans, mais je me disais, j'ai pas du tout envie de m'amuser, de rire. Et hier soir, j'étais au restaurant, pour tout te dire, dans un restaurant chic parisien. Et sont entrés 3 hommes dans le resto. Il y avait un petit patio. Et tout de suite, j'ai senti qu'ils allaient m'embrouiller. Je dis ça Mélenchon Non. Mélenchon ne pouvait pas rentrer dans ce resto puisque c'était très cher. Et je l'ai regardé, je me suis dit d'accord, ok. Et ils sont venus. Et il m'a dit bonjour, je m'appelle Rudy Tayeb, je suis le producteur de Mouloud. Et sache que depuis que tu as parlé de nous, on est menacé de mort tous les jours. Et il est venu à ma table. Je me suis levé, ils étaient 3, je lui ai dit viens. Évidemment, tu ne connais pas ce podcast, mais en marchant, je me suis dit j'ai du sursis. Il me dit je suis juif, je lui dis tu vois là ce que tu viens de faire, ça va se régler. Il dit, ah, tu menaces. Et là, je me suis dit, parce que je regarde beaucoup la culture américaine, c'est ce qui se passait aux États-Unis. C'est-à-dire que quand un noir s'embrouillait avec un blanc, automatiquement, il était perdant. Et je me dis, regarde, le gars, il est feuge, devant un resto, devant tout le monde, il vient, il me dit machin, ceci, cela. Et quand je me lève, tout le monde se dit, le rebeu, il va être violent. Et donc, je lui parlais, je lui dis, demain, je vais t'appeler. Je vais trouver ton numéro. Je vais te retrouver. Et plus je lui disais ça, plus je lui disais, là, ça y est, il a basculé dans ma catégorie. Et les 2 autres, et je dis, mais est-ce que tu fais un transfert d'Israël-Palestine, là ? Et tu vois, quand je lui ai dit ça, il a compris. Je lui ai dit, tu ferais pas ça si c'était un blanc. Mais c'est ça le problème avec aujourd'hui, je pense, la médiatisation, c'est qu'il y a trop de transferts. Enfin, sous prétexte que tu sois rebeu, il faudrait forcément que tu aies un avis, que tu sois forcément d'un côté, de l'autre. Enfin, tu vois, bah, c'est oui. très... Oui, excuse-moi, là c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Hakim Gemili. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il a dit. Non, mais lui, il est connu médiatiquement, donc... Mais même dans la vie... Mais excuse-moi, je vais te dire quelque chose. Tu peux pas passer à côté de l'histoire. Tu vois, on les égale pas. Mais Martin Luther King, c'est un pasteur. Et à un moment, tu fédères les gens parce qu'il y a trop d'injustice. Moi, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Vraiment, je suis très honoré de faire ce podcast, mais là, je viens de parler avec des gens qui ont une date de péremption en France. Vous rentrez quand, vous ? Dimanche. Dimanche, je sais pas si tu mesures, ils vont partir. Donc même eux, je pense, si je leur laissais le micro un peu plus longtemps, ils se diraient, est-ce que je suis pas en train de passer à côté d'un truc en France politiquement ? Évidemment que tous les Arabes et Noirs doivent prendre conscience qu'à partir de lundi, et qui plus est dans 10 jours, bah, ça va être la fin. Ça va être la fin du pays. Ça veut dire, si l'extrême droite, tu vois, c'est ce qui hier m'a fait flipper parce que j'ai eu le sondeur, que de savoir que l'extrême droite peut avoir la majorité absolue, je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils vont mettre une baffe raciale. Après, Macron, on sait pas ce qu'il peut faire. Hein. S'il démissionne... Non bah, on sait pas, en vrai, compte tenu de ce qu'il a fait déjà depuis le début, on peut s'attendre quand même à tout. Tu vois, après, on n'est pas dans une boule de cristal, on peut pas... Mais la temporalité, il peut pas. Regarde, si tu pousses, là, il a 10 sous. Si l'extrême droite gagne, ça se retourne contre lui. Il sera le président qui les a mis au pouvoir. Mais s'il veut démissionner, tu peux pas nous faire voter le 4 août, le temps qu'il y ait une élection. Donc déjà, ça nous pousse. Et là, il fait bien voter les gens à la première... Enfin, tu vois, là, les petits sont en vacances, et les vacances scolaires bientôt. Oui, tu vois, il fait quand même voter les gens. Il y a plein de gens qui ont décidé de partir en vacances. Mais je trouve c'est ça, grave quand c'est même exactement de donner le témoignage que je cherchais. C'est grave. Moi, merci, je trouve ça très grave. Beaucoup. Hein. Bravo, t'as de la chance franco-camerounais que tu es. C'est génial. Écoute-moi. Mais non, mais c'est grave, tu vois. Les la gens, politique... c'est bientôt les vacances. Enfin, tu vois, il aurait pu faire ça en septembre. Il fait ça maintenant. Moi, je trouve ça scandaleux. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis cartographe. Cartographe. Je cartographie le réseau électrique. Alors écoute bien. Je vais te dire quelque chose. Là, on vient avoir le témoignage du français le plus moyen qui existe. Après, le français, regarde. Attends, je te dis quelque chose. Dis-moi si j'ai tort. On part en vacances toutes les 5 semaines. Et après, toutes les 5 semaines, c'est un pays, la France. Non, moi, j'ai pas d'enfant perso. D'accord, oui, mais toutes les 5 semaines, il y a des vacances dans ce pays. Même si t'as pas d'enfant. Ouais. T'as vu, des fois, tu viens au taf et tu dis, il est où Michel ? Bah, février, il est parti. Non, mais après, je vais vous parler à vous, les New-Yorkais, parce que tu vas rire. Après. L'été, en France, t'as 2 mois. Ça veut dire administrativement, tous autant que nous sommes, tu te dis, si j'ai pas fait mes papiers avant le 5 août, avant le 5 juillet, c'est seulement en septembre. C'est-à-dire même les impôts. Quand j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai eu le malheur avec la chère et tendre Rokhaya Diallo une fois. Je suis allé avec elle aux États-Unis. Après, je suis resté bosser pendant 2 mois.
et vous allez rire les Américains, je suis allé début juillet. 4 juillet, c'est pas une fête nationale. C'est genre le pays s'arrête, on est d'accord ou pas? Il y a des tartes aux petits ronds partout, des barbecues, des Renois, des Blancs, des Latinos, c'est une vraie fête. Moi, je suis français. Le 4, je fais la fête, mais je me dis, waouh, là, c'était une fête de ouf. Personne va travailler le lendemain. Le lendemain, tout le monde au taf. Et moi, je me disais, nous, le 14 juillet... Ouais, le lendemain, on travaille. Si ça tombe pas un vendredi... Non, mais regarde là, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la politique. Tu crois que là, les racistes, on va leur dire, pousse, on est en juillet. Oui, mais... Venez, on s'aime en juillet, août, et on revient se péter en septembre. L'autre, il va dire... Mais tu vois, compte tenu de la culture française avec les vacances d'été et tout, c'est quand même très important pour tout le monde. Bah ouais. Et compte tenu de l'importance de ce qu'il vient de faire, il aurait quand même pu faire... Enfin, en fait, c'est tout pour mettre la corde au cou aux gens. Vraiment, c'est horrible. Mais moi, je crois, la temporalité se discute, non pas dans le moment, mais dans la durée. Moi, je trouve qu'il n'a pas laissé assez de temps aux gens pour qu'ils se créent un mantra politique, prendre le temps. Et en plus, ça aurait joué en défaveur du FN, parce que plus on avance dans le temps, plus Bardella, en fait, il se démonétise de ouf. C'est un golemon. C'est un golemon. Tous les débats là qu'il a fait, mais c'est un golemon. Franchement, on rajoutait 2 semaines, je pense qu'il descend. Sauf que ce matin, ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est qu'il a pris 2%. Ça veut dire que Bardella, c'est le premier homme politique, c'est un golemon, mais les gens, ils disent, ouais, mais comme Trump, c'est notre golemon. T'as pas compris? C'est-à-dire, hier, Olivier Faure, qu'on disait, ouais, hier, il a été très bon. Tu vois, après, j'ai revu le débat. Il était bon, mais parce qu'ils ont fait tourner le micro, eux. Non, mais fort, même Gabriel Attal. Il a parlé, même Bompard, il était fort. Mais Gabriel Attal, il aurait pu mettre Mélenchon aussi dans le débat. Non, mais il aurait peut-être calmé Bardella. Mais non, tu peux pas, parce que Mélenchon, aujourd'hui, je pense, c'est pas l'idée de dire c'est un bon ou mauvais débatteur. Mais il fait quand même 30%, tu vois. Je crois qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Non, il fait 10%. Il avait pas fait 30 Non, il a fait 22% au présidentiel. Ok, 22. Mais 22, c'est beaucoup quand même. Mais et aux législatives d'avant, ils avaient quand même bien... Mais le problème, c'est que, moi, je pense que le succès, il est collectif. Ouais, mais bien sûr, mais c'est ce qu'ils ont fait, parce que du coup, il y a eu Bompard, il y a eu Olivier Faure. Mais c'est pas du tout ça. Il aurait fallu d'autres débats. Mais non, moi, mais je te dis, la là, semaine dans les prochaine... débats, il y a eu que Gabriel Attal et Jordan Bardella pour eux. Hein. Non, ils ont fait... Enfin, au final, ils ont sorti leur même soupe aux 2 débats consécutifs. Alors non, Attal, je dis pas. Crois-moi, je n'apprécie pas Attal parce que je pense qu'il est beaucoup dans le climat islamophobe. Mais Attal, hier, il a été bon quand il lui a sorti tous les candidats RN, FAF. Oui, voilà, il a fait la même chose au premier débat. Non. Il lui a ressorti la russe qui est. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Nationale. Non, mais déjà. Enfin, tu vois, c'était. Ça manquait un peu de diversité parce que finalement, de leur côté, ils ont aucune. Moi, j'aurais voulu Bardella une femme. Déjà, j'aurais voulu une femme en 1. Et si possible, j'aimerais surtout que ce pays, dans ce contexte, au moins cette élection, c'est qu'on mette des racisés. Puisque en face, c'est des racistes. Ça veut dire là, c'est ce qu'ils ont fait à la France Insoumise. Qui? Non, mais quand ils ont mis là à la place de Raquel Garrido... Ali Dioura. Ouais. Bah, c'est une bonne initiative. Mais je crois pas que ça soit fait par rapport au fait qu'il soit noir. En tout cas, c'était quand même une personne très populaire là où il vit. Enfin, tu vois, il était quand même légitime. Je peux t'en parler, on s'est embrouillé il y a 2 jours. Donc si tu veux, pose-moi les questions, je te réponds. Non, mais Ali Dioura est un très bon militant local. Ok. D'accord. Mais j'en doute pas. Mais ça faisait 2 mois que je le voyais. Je pense qu'il est techniquement bon. Il avait une vie où il n'était pas exposé. Il allait sur Twitter comme un enfant, je dis la vérité. Et il a fait un tweet où il dit Raphaël Glucksmann est un... Attends, je vais au bout, c'est important, quand on parle de ces sujets, de ne pas se couper. Ce tweet, il est partout. Moi, Ali, j'ai pas de problème. Si on doit se réconcilier un jour, c'est pas une fraîcherie qui va... Parce que la cause est au-dessus des hommes et des femmes. Ne pas comprendre que ce tweet-là, au moment où il est sorti, l'a déjà condamné. Parce que le système, surtout avec le conflit israélo-palestinien, il broie les gens qui font une erreur là-dessus. Mais c'est médiatiquement, c'est grave. C'est médiatiquement, ça broie les gens. Oui, mais je te pose la question. Je dis pas qu'il faut pas donner ses opinions. Mais Raphaël Glucksmann, c'est l'un des membres éminents du NFP. C'est l'un des membres fondateurs. Finalement, il n'a pas fait tant que ça comme électeur. Enfin, tu vois, il a pas eu... Non, mais ça, typiquement, je subodore ton vote. En politique, c'est important d'avoir l'estime. Moi, par exemple, je me la raconte dans un podcast plutôt sympathique. J'aimerais bien faire 1%. Un mec qui s'appelle Raphaël Glucksmann,
qui vient et qui te dit j'ai fait 14%. Après, médiatiquement, il a quand même été beaucoup aidé, tu vois. Mais franchement, non. si Mélenchon il avait eu la médiatisation de Glucksmann, il aurait peut-être fait plus. Hein. Mais pardon, je comprends le culte. Non, mais non, juste... c'est pas une question de bah culte. si, mais non, mais c'est pas une question de attends, culte, juste laisse-moi aller au bout, s'il te plaît, parce qu'on échange. Mélenchon, de par sa stratégie, ne veut pas être aimé des médias. Tu sais, là maintenant, quand je le vois aujourd'hui venir sur un plateau expliquer qu'il n'est pas antisémite, c'est déjà une interview de retard. Ça me rappelle Dieudonné. C'est les questions médiatiques où à chaque fois on lui pose les mêmes questions. Mais oui, c'était comme la guerre en Ukraine où on allait lui dire que c'était le vassal des Russes. T'es cartographe, cartographe. Laisse-nous, s'il te plaît, juste l'opportunité de t'expliquer le système médiatique. Le système médiatique, c'est un système qui n'est pas friendly. Donc quand tu es arabe ou noir, déjà quand tu as le privilège blanc, parce que je peux te dire que si Mélenchon il était arabe ou noir, première interview ratée, je crois pas qu'on l'invite la semaine d'après. Donc lui maintenant en plus, quand il l'invite, oui vas-y, je t'en prie. Ouais, justement, est-ce que c'est pas le reproche que tu fais à Ali Diawara? Est-ce que tu le reproches pas d'être noir au final? Attends, je vais poser la question à l'envers. Vous êtes des amis d'Ali, c'est ça? Pas du tout. Non, d'accord, je croyais. Mais ça aurait pu être le cas. C'est quoi le reproche que je fais? J'ai pas de reproche. Tu lui dis, parce que toi aussi, dans les médias, t'es un islamiste, un antisémite. Alors, moi, je suis pas. Je sais que la tentation est forte. Moi, je m'appelle Yacine Bellatar. Ouais. Ça fait 20 ans que je fais des médias. Et je suis un artiste. J'ai pas d'ambition politique. Si j'avais une ambition politique. Tu as un peu de. Pas forcément d'ambition personnelle, mais tu as envie de t'investir politiquement, d'avoir un impact. Je suis en face de toi, donc pose-moi la question. Je n'ai pas d'ambition politique personnelle. Ouais. J'ai une ambition politique, comme viennent de dire Raphaël, juste une barrière pour protéger les gens qui me ressemblent. Tu es métissé, mais tout à l'heure, tu parlais de la question de ton identité. Moi, tu vois, j'en perds ma voix. Quand il y a un événement qui touche les miens, les Arabes, les Noirs, je somatise. C'est la nuit, je dors pas. Le matin, je me réveille pas. Et en fait, la voix artistique qui est la mienne, elle pourrait me permettre de vivre très bien. Mais en fait, dorénavant, vous êtes tout beaux tous les deux. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Bon, je vous le souhaite de tout mon cœur. En fait, quand tu as des enfants, ton calendrier personnel change. Parce qu'il y a la question de la suite. De savoir que ma fille de 18 ans et ma fille de 17 ans a des problématiques pires que les miennes, qui étaient déjà élevées. C'est-à-dire que là, mes filles, il faut que tu vois, et c'est pour ça que je pleure, et merci de ne pas me faire pleurer. On était au spectacle, on les a vus. Tu as vu mes enfants, magnifiques. De savoir que ma fille me dit « Ah, c'est chaud », ça me foudroie, parce que j'ai un sentiment d'échec très puissant. Et en fait, je suis heureux de voir que la communauté afro-européenne, parce que je dois inclure les Arabes, les Noirs, et aussi, d'une autre manière, antillaise, on est en train de se poser la question de quelle est notre place dans la société. Je te donne un exemple par rapport à ce que disait ton épouse. Quand tu commences le lundi avec le droit de sol et tu finis le vendredi avec la question de la binationalité, je te jure, et je pose la question aux gens qui sont là, que ta semaine, je crois que j'ai jamais vu une semaine comme ça. C'est-à-dire que normalement, déjà sur une échelle de 6 mois, quand il y a des débats comme ça, t'es déjà éprouvé. Là, sur une échelle d'une semaine, que les mecs nous expliquent lundi qu'on n'a plus de statut et que le vendredi, binationalité, ça veut dire quoi? L'accès aux emplois des gens d'une certaine communauté, c'est interdit. C'est les juifs. Mais juste pour te répondre par rapport à ça, Ali, je lui reproche rien. Ali, je lui conseille, tu vois, c'est la nuance est importante, de dire on ne peut pas se permettre de perdre. On ne peut pas se permettre de perdre. Pardon pour cette phrase très camerounaise. Mais en fait, on doit gagner. On doit gagner frangin, on doit gagner frangine. Et tu reconnais donc que quand on est noir ou arabe, il vaut mieux se taire? Non. Comment tu peux me faire dire ça? Je te dis pas ça. Je te dis... C'est le contraire qu'il explique. Dans son cas, oui. Parce qu'il aurait fait un tweet que toi t'interprètes d'une manière antisémite. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Tu vois, ou les médias l'interprètent de manière antisémite, alors il faudrait qu'il se retire. Les médias, ils sont pas Ali compatibles. Raquel Garrido. Non mais Ali, là, je l'ai vu, il a clashé les médias. Les médias, faut que tu vois une centrifugeuse. Est-ce que c'est les médias qui vont le lire à Bobigny? Répète la phrase une deuxième fois. Est-ce que c'est les médias qui vont le faire lire à Bobigny? Qui vont les lire à Bobigny. Ali doit gagner pour sa survie. Il doit gagner.
S'il finit deuxième et qu'il fait gagner la droite, c'est gravissime. Ça ne sera pas de son propre chef, c'est la LFI. Tu sais, moi, tellement j'ai d'ambition pour les Arabes et le Nord, tu sais ce que j'aurais voulu ? C'est qu'Ali soit mis sur une circo où il a déjà 57% au premier tour. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Tu penses que là, il va faire 57% au premier tour ? Je sais pas. Je vais pas regarder les scores, mais elle a fait combien, Raquel Garrido, c'est pas le problème. En 2022 ? C'est pas le problème de ce qu'elle a fait. C'est que déjà, il y a une division des voix de gauche. C'est pas une circo facile. Ouais, mais qui c'est qui fait la division, du coup ? Mais je comprends pas où tu veux en venir, ton schéma. C'est Garrido ? C'est l'un ou l'autre, du coup. Non. Ma question, c'est est-ce que c'est Garrido selon toi ? Qui fait la division ? Ça dépend du point de vue. Qui est la division ? Qui fait la division ? Non, je vois où tu veux en venir. Qui fait la division ? Ça dépend du point de vue. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire ? Ne serait-ce que pour la femme qui est à côté de toi. Tu t'appelles Jean-Luc Mélenchon. Le mot d'ordre de la NFP, tous les candidats sortants sont reconduits. D'accord ? Sauf 5. Ah bon ? Mais pourquoi on les juge sur leurs compétences ? Non, ils s'en embrouillent avec moi. Déjà, ça, c'est grave. Je vais pas utiliser le terme de purge parce que les mots, ils ont un sens et les purges, c'était quelque chose de grave. Mais passons. Qui on va mettre en face ? Il y a un mec, il est talentueux, il s'appelle Ali Dioura. On le met en face. Ils vont se becter entre eux. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est fait d'une manière un peu cynique. Mais non. Parce que tu reproches, à la France Insoumise de placer justement des gens racisés à ce moment-là. Au final, c'est sur eux que ça retombe, du coup. C'est pas ça. Je vais parler à ton côté noir. Et avant, tu parlais au côté blanc, du coup ? Non, mais là, si je puis me permettre, dans ton mécanisme intellectuel, c'est celui de quelqu'un qui ne comprend pas les enjeux avant qu'on les anticipe. C'est ce que fait un racisé. Okay. On va pas en boîte de nuit parce qu'on sait qu'on va se faire recal. Je vais t'expliquer pour Ali ce qui va se passer. Je lui souhaite pas, je vais te donner le scénar. Si Ali perd, c'est comme Yannick Noah, pour te prendre un franco-camerounais. Quand il gagnait, il était français. Quand il perdait, il était camerounais. Et je vais t'expliquer ce qui va se passer pour Ali Dioura, et je le souhaite pas, et je serai à ses côtés si c'est ça qui se passe. S'il perd, Ah, c'est un noir antisémite. Je le vois à l'article. Parce que c'est déjà ce qu'ils sont en train de lui faire. Ah, c'est lui l'antisémite. J'ai eu quelques discussions avec Ali. Sur la base de ce qu'on a échangé, Ali Dioura n'est pas antisémite. Je le dirais jusqu'à ma mort, il n'est pas du tout antisémite. Le problème, c'est qu'on va voir si la France Insoumise va aller repêcher le Renoir. Non. Est-ce que non. Je suis pas sûr. Et après, ils vont dire quoi ? Ali, ça sera ces talents politiques qu'on a dans les quartiers, qui sont légitimes territorialement et qui auront goûté à un parti. Mais j'ai pas l'impression que tu le pousses non plus. Mais non. T'es plutôt derrière avec les Garrido. Je pense objectivement que, vu de la discussion, tu connais Ali. Pas du tout. Ou en tout cas, mais si mon ami, ça fait déjà 10 minutes que j'en parle, alors que je vais te dire, ça me gêne parce que je le connais. Si tu veux. Moi, je le connais pas. Oui, moi, je le connais. Et on a parlé, on a une discussion. Explique-moi qui il est, alors, dans ce cas-là, moi, je le connais pas. Je te dis pas qui il est, je te dis qu'il aurait pu être. Tu me dis que je le connais. Non. T'es en train d'affirmer que je le connais. Non, mais je pars du principe que là, tu me parles que d'un cas. Que tu racises. Non, que tu racises. Le racisme. Non, mais le racisme d'État, le racisme médiatique, le racisme politique, ça existe. Ça existe même à gauche. Et surtout à gauche. Donc ma question, elle n'est pas liée à Ali. Ça existe aussi à gauche. Hein ? Non, mais les amis, posez vos questions. Non, mais vous pensez que Glucksmann, il est raciste ? Non, mais le Parti Socialiste, c'est pas non plus, ils sont pas réputés. Mais les amis, comment ? Juste, tu me dis ça. Mais non, mais le Parti Socialiste, depuis ces dernières années, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois ? Finalement, ça n'a pas arrangé les choses. Non, mais je suis très touché que tu me le dises avec ta couleur. Qu'est-ce qu'il a fait, le Parti Socialiste ? Pardon, je te rentre là-dedans. Il a gardé tous les Parisianos un peu... Mais c'est pas le problème, c'est systémique. C'est pas le problème de Glucksmann. C'est le problème d'un parti qui s'est substitué. Je vais te dire quelque chose, pourquoi Mélenchon, je lui en veux. Quand il dit « Moi, j'ouvre des portes dans les quartiers », les quartiers, ils n'ont pas besoin de Mélenchon pour se libérer. C'est le quartier eux-mêmes qui vont se libérer. Attends, laisse-moi aller au bout. C'est comme Karl Marx. C'est les ouvriers qui se sont libérés du capital. Il n'y a pas eu un messie, et crois-moi, je ne crois pas qu'on partage cette même religion, mais chez nous, en tout cas chez les musulmans, le messie, c'est quelque chose d'important. Quelqu'un qui se présente comme tel, c'est déjà une provocation à notre musulmanité.
Puisque nous, je vais te dire quelque chose. Pardon ? C'est pas non plus présenté comme le Messie. Mélenchon, il s'est pas présenté comme le Messie ? Avec cette phrase-là ? Ce que je t'ai dit, c'est sa phrase. Bah, tu dis avec cette phrase-là qu'il s'est présenté comme le Messie. Non. C'est ce que je comprends en tout cas. Mélenchon, il veut se présenter et il se présente comme l'interlocuteur seul et unique concernant la question des quartiers, du racisme, de l'anticolonialisme. Ce n'est pas comme ça, les amis, qu'on gère une cause. On gère une cause parce que tout le monde se l'approprie. L'écologie, le féminisme. Pourquoi le féminisme n'a aucun sens ? Parce que toutes les femmes peuvent prétendre à cette cause-là. Et c'est parce que des femmes de droite, de gauche, de centre, d'extrême droite, d'extrême gauche sont à l'unisson en disant c'est un sujet sociétal et transversal que tout le monde se l'approprie. Tu crois que nous, les Arabes et les Noirs, si on reste dans notre coin, les Blancs vont concevoir l'idée que ce qu'on vit, c'est un problème de société ? Non, ils diront c'est un truc communautaire, c'est des problèmes communautaires. Moi, l'ambition que j'ai pour Ali, elle est décuplée par rapport à la vôtre que vous avez pour lui. Parce que moi, je suis déjà dans le temps je pense à Ali et je pense à Diawara. Diawara qui se présente, d'accord ? Et je vais te donner un exemple. Tu veux savoir à quel point là, les filles ne sont pas concernées par les problèmes de gens de quartier ? Au début, ils ont fait une faute à son nom. Donc, quand déjà, tu n'es même pas capable d'écrire bien le nom de ton candidat. Je suis d'accord avec les critiques sur la France Insoumise. Ah voilà. Mais pourquoi tu les opposes à une... Est-ce que c'est le... En fait, moi, c'est plutôt sur, justement, tu parles de temporalité. Est-ce que c'est le moment de faire cette vidéo Sur Mélenchon ? Ouais. Putain, t'as vraiment fait le tour du périph' pour me poser une question que t'aurais pu me poser d'entrée. Il n'y a pas de moment face à la condescendance. Moi, Mélenchon, je vais te dire la vérité. Je serais très heureux, et pourtant j'ai travaillé avec le président de la République. Mon rêve, ça serait vraiment que la gauche gagne là. Parce que je trouve que la majorité, pour le coup, sont totalement désincarnés et ont totalement manqué de respect au pays, à commencer par Gabriel Attal. Et je trouve que là, en ce moment, quand il dit « oui, je peux être encore Premier ministre », ça prouve à quel point il parle de lui et pas des gens. Attal ? Oui, mais pour la gauche, j'étais très heureux de les voir se remobiliser comme là, en 3 jours. Vraiment, pour quelqu'un, je suis un peu plus âgé que vous, je crois, pour quelqu'un qui a connu la gauche et tout, je me disais « waouh, en fait, vous êtes capable de le faire ». Et quand tout le monde est dans le rang, excusez-moi, quand tout le monde est dans le rang, quand la gauche, Glucksmann, machin, ceci, cela, tout le monde se dit, allez, tu te souviens au début, pas d'embrouille. Et d'un coup, il y a Mélenchon, il vient. À l'heure où je te parle, je ne sais pas s'il veut y aller ou pas d'ailleurs, soit dit au passage. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu occupes tellement l'espace médiatique ? Pourquoi de toi-même, tu ne te dis pas, je me retire ? Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que lui, il veut être face à Le Pen en 2027. Lui. Mais c'est pas grave qu'il soit vieux, je te dis ce qu'il veut faire. Et de 2, il veut préempter le discours du racisme, contre le racisme, à travers sa personne. Et je te dis qu'aujourd'hui, si Mélenchon fait perdre la gauche, c'est vers lui qu'on devra se tourner. Ouais, mais ça, c'est ton analyse. Je sais pas. Qui dit qu'il fait perdre la gauche ? Que c'est lui le responsable ? Ouais. C'est pas une vérité. Bah, dis-moi pourquoi c'est pas une vérité. Je sais pas, c'est ton point de vue, quoi. Il y a des gens qui... Tu nous as parlé tout à l'heure de plein de gens, des amis à toi, des militants, qui t'ont appelé, qui t'ont embrouillé, vous êtes embrouillés, ils sont pas d'accord avec toi. Ça prouve que tu as un point de vue, et eux, ils ont un point de vue. Je suis pas en train de te dire que ce que je dis, c'est parole d'évangile, mais moi, je peux t'amener des faits. Okay. 1/3 des électeurs de Glucksmann ne veulent pas voter pour le nouveau Front Populaire à cause de Mélenchon. Les électeurs de la majorité... Combien d'électeurs de Mélenchon ne votent pas pour Glucksmann ? Mais attends, je vais au bout. Je t'en prie. De 2, les gens de la majorité ne veulent pas voter au second tour pour le Front Populaire à cause de Mélenchon. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Bah alors là, c'est vrai que tu gagnes. Si toi, tu pars du principe que quand je t'amène des faits, toi, tu les tords, moi, je te dis que factuellement, là, regarde, je connais pas tous ces gens et je connais pas leur point de vue. Qui ressent dans cette salle, regard à main levée, on va faire un panel, que Mélenchon est un problème. Tu vois, et on n'a même pas la majorité pour ceux qui écoutent ce podcast, on n'a pas la vérité. Je te dis juste... On n'a pas la majorité non plus. Pardon ? Je t'ai dit, on n'a pas la majorité. J'ai pas la majorité. J'ai entendu la vérité. Je te dis, regarde, les avis sont partagés. Il y a des gens qui pensent que Mélenchon est la solution et peut faire gagner le Front Populaire. Levez la main. C'est quoi la question ? Est-ce que vous pensez que Mélenchon,
en restant comme il est, peut faire gagner le Front populaire. Ouais, mais en fait, je sais pas, c'est un peu un faux dilemme. Genre, c'est soit c'est la faute de Mélenchon, il va tous nous faire perdre et nous emmener vers la ruine, ou soit c'est le Messi. C'est ça le choix que tu nous proposes. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. T'as pris un morceau de ce que j'ai dit tout à l'heure et tu l'as collé là. C'est pas ce que je t'ai dit. Je te dis, moi, dans ma dynamique de afro-européen, de français de confession musulmane, issu des quartiers, tout ce qu'il dit, j'en suis issu. Tout ce qu'il dit. Mais je suis pas issu comme un blanc qui te le raconte au coin du feu. C'est moi le sujet. Ça parle de moi. Ouais. Et moi, pour mes frères et sœurs des quartiers que je connais pas, mon ambition, c'est qu'ils quittent le quartier, qu'ils s'émancipent. Que ça soit Raphaël, quand sa mère, elle a dû l'amener à New York, et elle s'est dit, je sais pas où elle a grandi, je veux plus que mon fils, parce que j'ai un projet. Mélenchon, c'est la loi 1901. Pardon, je te dis ça, t'es pas musulman, et là tu m'amènes sur un terrain en un vendredi aussi saint que celui-ci. Mélenchon, il était contre le voile, frère. Ouais. Il y a quelques années, c'était le grand étendard de la laïcité, il disait ouais, machin. Donc là, maintenant, subitement, sur 3-4 ans, mais parce toi, que c'est un sujet électoral. Attends, je vais au bout, parce que quand je parle de l'islam, c'est important. Toi, t'étais pour Macron et t'as changé d'avis, apparemment. Mais pas du tout. Regarde. Tu veux que la gauche gagne, tu m'as dit. Non, quand je te parle de ma religion et l'estime de ne pas mettre un homme en face, je te parle de ma religion, mon ami. Je sais pas où t'en es dans ta croyance. Moi, je sais où j'en suis. Jamais tu mets ma religion face à un homme qui s'appelle Macron. Macron, je m'en bats les couilles. Trouve un mec en France qui te dit Macron, je m'en bats les couilles. On a plein. Voilà. Je crois pas que quand je vais mourir, je vais remercier Dieu et son prophète Macron. On parlait de Mélenchon et de Macron, non, pas de... Là, ce que tu viens de faire, c'est une sortie de route qui est extrêmement vexante parce que, regarde, mon islamité, elle passe avant tout. Tout. La République, Zidane, voilà. Et quand je t'en parle, et s'il te plaît l'estime, et je suis pas le meilleur des musulmans, de te dire, là, il parle d'un truc de spiritualité. Tu vois, là, c'est exactement ce que je veux pas à gauche. C'est exactement ce que je veux pas à l'extrême gauche. C'est qu'on vous parle de notre religion, vous dites, ah ouais, comme. Non, il n'y a pas de comme, mon ami. Là, je te parle d'un truc, un matin, ça me sort de... Tu vois, parce que quand moi, je pense à me suicider, c'est vers Dieu que je me tourne. C'est pas vers En Marche. Donc, je vais aller au bout. À un moment, quand il y a un mec qui préempte la Palestine, ça fait des années que la Palestine, c'est un problème. On parle de cette intifada-là. Il y a eu des intifadas plus sanglantes. C'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas les iPhones qui permettaient d'avoir une image toutes les secondes. Je parle sous le couvert de l'ONU. Et que t'as un mec qui vient, et il casse la société en deux en disant c'est A ou B. C'est pas A ou B, c'est C, Jean-Luc. Tu sais c'est quoi C? C'est quand t'es français, tu dis le 7 octobre, c'est abominable, et je joue pas sur les mots. C'est abominable. Le Hamas, c'est des fils de timpe. Tu me les amènes là, moi, Yassine Bellatar, tête première. Niquez vos mères. Vous êtes tous milliardaires en immobilier. Les 5 leaders du Hamas sont des milliardaires en real estate. Ils ont des comptes à Dubaï, au Qatar, et ils parlent de cause palestinienne. J'ai plus de rage envers le Hamas que vers Mélenchon. Mais Mélenchon, qu'est-ce qu'il a fait dans la tête des gens ici? Il a lancé, et il est très doué politiquement en ça, c'est que tout devient référendum. Tout. Les Européennes, pour ou contre la Palestine. Excuse-moi, on peut parler d'Europe? Non, non, non. Eh oh. Rima Hassan, qui est une fille talentueuse, que je souhaitais d'ailleurs voir à l'ONU, où je pense qu'elle aurait beaucoup plus rayonné, et surtout, elle aurait rayonné en son nom. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. C'est que moi, j'ai pas de maître. Moi, oui. Moi, je suis pour l'émancipation des Arabes et des Noirs par eux-mêmes. Moi, oui, du coup. Non. Bah si, c'est ce que tu dis. Tu passes dans une figure tutélaire. Tu passes dans une figure tutélaire. C'est pour ça que tu me dis, ouais, est-ce que c'est le moment de l'insulter? Mais excuse-moi. Peut-être tu l'as pas vécu, mais... En fait, ma question, c'est, quand tu postes la vidéo, qu'est-ce que tu cherches à ce moment-là? Mais rien, mon ami. J'ai pas de numéro de sécu. Tu parles avec moi. Tu parles avec un ouf, là. Moi, j'ai pas de stratégie. Je me réveille le matin. Je dis. Non, mais je te raconte une journée. Comme ça. Je me réveille le matin. T'as rien prévu. Non, regarde, je me réveille le matin. Tu fais la vidéo et bam, tu l'envoies. Non, je sais pas où il est ton reproche. Tu sais pas ce que ça va faire. Mais je te jure que c'est exactement ce que les gens, j'avais envie de montrer. T'as quel âge? 31. Ok. J'ai 11 ans de plus que toi. Je te jure que ces 11 ans-là, je vous donne mon numéro, tu me rappelles dans 11 ans, on va déjeuner, tu vas me dire ah ouais, t'as vu, frangin, c'est dur, hein. 31 ans, moi, inarrêtable. La France, l'universalisme, la gauche, nos amis, la banlieue, c'est au cœur du problème. Et à un moment, tu te réveilles. Tu l'as peut-être pas vécu, je vais te le faire vivre. Tu sais, moi, Kouchner, sur un plateau télé, il m'a tutoyé. C'est un des moments fédérateurs, je crois, autour de ma personne. Quand il m'a tutoyé, je lui ai dit, Pop,
Qu'est-ce que vous venez de faire là? Mélenchon, il vient de cette gauche-là. Mais je suis d'accord avec toi sur plein de choses. Ouais, mais toi tu dis, mais Yacine, attends 2 semaines qu'on gagne. Spoil, c'est impossible que la gauche, elle gagne là. D'accord? Ouais. C'est mathématique, c'est impossible qu'elle gagne. Okay. Attends qu'il gagne et attends. Voilà, moi le 8. Le 8, l'extrême droite gagne. Je suis avec toi dans la projection, Frangin. Ça m'intéresse, votre couple. Je me réveille. Le 7, je vais pleurer. Je pense comme tous les Arabes et les Noirs de ce pays. Si je vois que l'extrême droite, ils ont la majorité absolue, je vais pleurer. Je vais dire, OK, c'est quoi les lois ségrégationnistes qui vont tomber? On est d'accord. Et en plus, Yacine, tu montes, tu descends. C'est le projet politique de ton pote et ton frère Macron qui les a mis là. C'est la conjoncture raciale de l'Europe qui a confirmé ce qu'est la France. L'ONU peut en attester. Tous nos voisins basculent, à part la France. Et le 3e point, c'est toi qui vont venir chercher, Yacine. Pas Jean-Luc. L'extrême droite, il passe. Je vais te dire un exemple. Je ne sais pas si tu écoutes le podcast. Ouais. Il y a une semaine, Marine Le Pen, elle m'a cité dans une interview. J'ai pas vu. Bon, si j'avais 31 ans, j'aurais un ego de ouf. Et j'ai un ego de ouf. Et j'ai eu un ego de ouf. Je dis, mais les gars, c'est pas la là qu'elle parle de moi. Et les mecs de la cité, ouais, la vie de ma mère, elle a parlé de toi. Quand t'as les keufs qui te suivent, quand t'as des mecs qui essayent de te tuer, quand les fachos, ils t'identifient par rapport à ça, quand t'en divorces, tellement la pression, elle est forte, et ben je te jure que quand Marine Le Pen, là, elle m'a cité, j'ai dit, ah ouais, là, Yacine, t'es... Donc si moi, Yacine Bellatar, qui gagne 50 salaires de ma mère en une soirée au Bataclan, tremble de peur, je ne veux pas ça pour Ali Dioura. C'est-à-dire c'est-à-dire que le système est dangereux parce que dorénavant, il sera détenu par des gens qui n'aiment pas les Arabes et les Noirs. Déjà, il était détenu par des gens qui étaient réfractaires à notre révolution. Là, maintenant, c'est des gens qui vont avoir le système. Et je peux te dire, oublie pas, je te l'ai dit là, ma grande déception hier, c'est qu'on n'a même pas parlé de la mort de Naël. Je ne sais pas si tu mesures la folie. C'est-à-dire qu'en un an de temps, l'une des bavures policières les plus folles de ce pays a été littéralement éclipsée. Et je parle sous tutelle de gens qui vivent aux États-Unis. Tous les ans aux États-Unis, quand il y a une bavure policière, c'est le jour 2. Parce que les artistes, l'ambiance américaine, c'est de dire Floyd. Bon, après Floyd, c'est exponentiel parce que Black Lives Matter. Mais on sait que ce jour-là, il faut en parler. S'il fallait faire des fêtes à chaque bavure policière aux États-Unis, tous les jours seraient fériés. Je sais pas. Je te conseille de poser la question devant toi. Eux, ils sont concernés, ils habitent aux États-Unis. Oui, il y a des bavures policières aux États-Unis. Mais en fait, dorénavant, la police américaine est peut-être de meilleure qualité que notre police. Parce que, juste, je t'explique. Tu sais pourquoi ils sont un seul en voiture à chaque fois? Aux États-Unis? Ouais. Tu verras jamais 4 policiers dans une voiture. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont filmés. Ouais. Ça donne lieu à un best-of vidéo gag le vendredi sur TF1. Mais aux États-Unis, quand il dit « Hello, sir », la caméra, elle s'allume et tout est enregistré. Après, il y a eu des scènes filmées où ils ont été innocentés aussi. Alors, je sais pas, si tu veux parler peut-être des bavures policières aux États-Unis, dis-moi une bavure policière où les mecs ont été innocentés depuis, je vais te donner, Rodney King. Dis-moi un policier aux États-Unis ouais. Qui a été innocenté. Le jeune c'est bien. là, de 15 ans, j'ai oublié son nom. Qui ça? Qui a mis sa main dans sa poche. Trevor. Ouais. Skittles. Pas innocenté. Les policiers aux États-Unis, je t'annonce. Il a eu quoi? Non, mais aux États-Unis, tu vas en prison. Je te donne l'exemple du mec qui a tué Floyd. Ils ont trouvé la caution, n'est-ce pas? Ils ont trouvé des noirs suprémacistes, des blancs suprémacistes ont payé sa caution. Tellement ils avaient peur du fait qu'ils sortent, parce que là-bas, ils sont armés. C'est-à-dire, je pense qu'ils sortent de prison, dans l'heure, t'as un mec qui l'attrape, ils l'ont gardé en prison. Ils l'ont gardé en prison. Nous, le policier qui a tué Naël, il n'est pas en train de chauffer comme toi et moi dans un bar. Il a 1,3 million, il doit être quelque part au bord de la plage. Il est en train de kiffer avec son million. Ouais. Voilà. Et il est là, tout le système médiatique, tout le système policier dit « Mais attendez, on va vous expliquer. » Mais non, on a une image et tout. À moins d'1 mètre, il le tirait dessus. Non. Mais je te pose la question, c'est moi qui vous pose la question, si je puis me permettre. Merci déjà pour la qualité de l'échange. Qu'est-ce qui te dérange dans le fait qu'un homme libre, qu'un artiste comme moi,
qui est issu de l'immigration, qui n'accepte pas, comme beaucoup de Français dans sa souffrance, et je ne suis pas le mec qui a le plus de followers, j'en ai 88 000, utilise le peu de followers qu'il a, parce que j'affronte des mecs qui ont 500 000, 1 million de followers, qui vous font des pubs pour le dentifrice. Moi, pour ma communauté, j'aimerais que ce mec utilise ses 1 million de followers, ne serait-ce que pour dire allez voter. Moi, j'ai fait une vidéo. C'est pas moi qui ai cherché le buzz, tu connais le podcast. C'est pas moi qui cherche le buzz. C'est pour dire à Mélenchon, et je parle, c'est toi la doyenne, je crois, ce soir, je parle pour pas se retrouver dans la position de nos parents. Attention, Jean-Luc, quand tu parles de ce sujet, attention. On est là. C'est pas tu commences à dire moi je sur notre dos. C'est pas moi je. Parce que moi-même, Yacine Bellatar, et je pose la question sous tutelle, quand des Arabes et des Noirs, ils m'arrêtent dans la rue, ils me disent tu nous représentes, si tu as vu mon spectacle, c'est quoi la phrase? Je représente personne, frangin. Attention, jamais tu me verras dire moi je représente les musulmans. Et pourtant, je me suis retrouvé dans des positions qui laisseraient croire. Pas du tout, mon ami. Ça se trouve, et c'est ce que je dis de Mélenchon. Moi, même un dealer de cité, il n'ouvre pas toutes les portes dans un quartier. Heureusement aussi. C'est-à-dire même des dealers que je connais, ils ne disent pas c'est moi. Moi, j'ouvre les portes dans les quartiers. Le seul qui ouvre les portes dans les quartiers, c'est Rurier. Et j'aurais voulu, je te jure, j'ai trouvé, je te le redis ici, la plus belle sortie politique de l'histoire de cette 5e République, pour moi, c'est Mélenchon en 22. Faites mieux. Même moi, j'étais jaloux. Et pour te répondre par rapport à Macron, sans rentrer dans les détails, je suis très, très énervé contre lui. Je suis énervé parce qu'il y avait une promesse. Et, pardon, je te dis juste, moi, j'ai la décence, avec ce que je gagne, de ne pas te faire croire que je suis d'extrême gauche. Tu vois, les artistes qui disent... Non, parce qu'en fait, tu n'as pas compris. La manière dont je fais de l'argent, elle serait à l'encontre de mes convictions politiques. C'est-à-dire ? Moi, je suis dans le capital. Moi, quand j'ouvre une boîte, je veux faire des bénéfices. Les impôts, c'est pas forcément... Non, mais les impôts, c'est normal. Ouais. Les bénéfices. Tu sais, moi, je suis un séquentiel, s'il y a des psys qui m'écoutent. C'est-à-dire, moi, si je prenais de la drogue, j'aurais fini en Colombie. J'aurais fini avec les narcos. Je sais pas m'arrêter. Donc, si j'étais d'extrême gauche et pas un mythomane, j'ouvre une boîte et je vais voir mes actionnaires et à la fin, je leur dis, pas de bénéf. On donne ça à tout le monde. Et là, tous mes actionnaires diraient, on va te baiser. Je suis d'extrême gauche. Et c'est vrai. Sans citer son nom, je connais un patron du CAC 40, je l'ai déjà dit ici, qui donnait 90% de sa paye à des œuvres. De droite, le gars. Et quand il m'a dit ça, j'étais consterné sur 3 points. Je me suis dit, on dirait qu'il est musulman, comme si les musulmans avaient le monopole du partage. 2, il est devenu magnifique à mes yeux. Et de 3, il m'a dit, ne le dis pas. J'ai trouvé ça, c'est très élégant de pas dire, ouais, moi ce que je te dis là-dessus. Pourquoi les artistes, c'est des bouffons ? C'est que c'est facile de dire je suis de gauche. C'est plus difficile de l'être. Ouais. J'ai pas besoin, et je m'arrangerai avec Dieu, et pour ceux qui m'ont vu faire, gardez-le pour vous. Moi, je sais ce que je fais pour que Dieu y m'aime. Je suis pas parfait, mais quand je fais une action, elle reste personnelle. Je vais juste te citer quelque chose pour que vous le respectiez. Durant le Ramadan, vu que je suis pas le meilleur musulman, j'aime distribuer des repas pour le Secours islamique. Ils ont une grande tente à Saint-Denis. Et j'y vais discrètement pour distribuer des repas. Et dans ma tête, en y allant, tu peux pas enlever l'ego des hommes. Je me dis, regarde, ça, Dieu, il aime bien. Tu distribues des repas et tout. Parce que tout le monde a un ego. Et quand j'arrive, il y avait qui déjà qui était en train de distribuer des repas ? Mokhtar, de TPMP. Il avait déjà pris 2 heures d'avance sur moi, tu vois, je t'en parle avec émotion, avec son gros corps, là, en train d'aider des gens. Ce que je veux te dire, et vraiment, je vous le dis à tous les deux, et je suis désolé si tout à l'heure vous l'avez mal pris. La religion prend de plus en plus de place dans nos cœurs. C'est un fait. Beaucoup plus que nos parents. On est décomplexés vis-à-vis de notre religion. Nos parents, ils avaient un peu, pas honte, mais ils étaient très pudiques là-dessus. Il y a une affirmation religieuse tout en respectant les lois de la République. Et je te jure, Mélenchon, quand il parle de ça, il ne sait pas ce que ça provoque en nous de manière charnelle. De se dire, quand moi je vois une mosquée où il y a tagué, évidemment qu'il est dans son rôle de dire c'est pas bien, d'accord ? Mais il faut que tu laisses les premiers concernés de se dire, ils vont te dire ce qu'ils ont vécu. Et je te jure, t'en veux toujours plus aux gens que t'aimes. Mélenchon, pour moi, il n'y a aucune raison que je l'aime pas. Je trouve que c'est
un homme politique incroyable. Et je crois même pas que c'est un politique. Je pense surtout que c'est un visionnaire. Tu vois, quand je revois et tout. Mais après, j'aime pas le cynisme. Tu vois, quand tu as collé ce mot-là, j'espère, en tout cas, quand vous écoutez ce podcast, que je vous en renvoie pas une forme de cynisme. Non, mais quand je parlais de cynisme, je parlais de, justement, la France insoumise, pas de toi. Non, mais Mélenchon, c'est cynique de se dire, il y a beaucoup de musulmans. Et si je touche leur thématique, électoralement, ça va, comment dire, ça va me revenir. Pas tant que ça. Ouais. Je sais pas si c'est un bon plan, en vrai. Bah, c'est un bon plan si tous les musulmans votaient. Bah, si tous les musulmans. Mais regarde, ça suffit pas. Je parle parce que c'est mon modèle. Regarde les États-Unis. Ouais. Longtemps, et j'ai appris beaucoup sur la lecture atlantiste des Américains. Longtemps, les Noirs étaient considérés comme ce qu'on pourrait appeler de gauche, extrême gauche, n'est-ce pas? Et en fait, à un moment, ils sont rentrés dans le capital. Black Wall Street, ils ont eu un projet économique. Moi, je suis sur cette ligne. C'est pour ça que je te dis que je ne suis pas d'extrême gauche, parce que de la lecture américaine, comme la lecture aussi anglaise avec les Indiens, comme la lecture aussi turque en Allemagne, c'est que je pense qu'il faut peser économiquement pour peser sociétalement. Ouais. Et qu'en fait, on ne pèse pas sociétalement en ne pesant pas économiquement. La France insoumise n'a pas de projet d'enrichissement pour les gens des quartiers. C'est parce que c'est normal. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit les premiers concernés qui doivent prendre les choses en main. Oui, mais pas écoute bien ce que j'ai rajouté sur l'aspect économique. J'échange avec toi. Pareil sur l'aspect économique, ouais. Oui, mais sur l'aspect économique. Faire des choses. Il faut gagner de l'argent. Non, mais embaucher des gens. Oui, mais tout ça. Oui, mais tout ça. Je suis d'accord. Mais moi, je te parle de peser économiquement. Ouais. C'est-à-dire, moi, je te parle du premier milliardaire issu des quartiers. Est-ce qu'il existe? Ouais, je pense. Non. Non. Je te raconte une blague qui est une histoire vraie. Un jour, je dînais avec un Saoudien, avec sa tête là. Il me dit, Habib Yassine, how many billionaires you have in France? Je dis, what kind of billionaire? Il me dit, Muslim, Habib. Déjà. Je lui dis, Mohamed Al-Trad. Tu connais le Al-Trad, c'est celui des échafaudages à Montpellier, là. Je lui dis, c'est pas un rebeu. Il est né en Syrie, c'est un bédouin, tout ça, ok. Il me dit, ok. Il me dit, non, it's not from the suburb. Donc les quartiers. Je lui dis, non. Il me dit, 500 millions. Je dis, non. C'était il y a 10 ans, 15 ans. Il me dit, 200. Je dis, maybe Zidane. Zidane is 200. Boudjelal, il a combien? Pas du tout. Non. 100 millions. Non. Je sais pas. Non. Et il me dit 100. Et à un moment, il m'a dit 50 millions. Il y en a quelques-uns. Et il m'a dit Habib, you fucked up. Et quand il m'a dit ça, dans sa tête de Saoudien, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Pourquoi les États-Unis? Les États-Unis, quand je suis allé bosser là-bas, j'étais à Columbia via Maboula Soumaoro, notre frangine, qui m'a fait rentrer à Columbia avec Rokhaya. C'est comme ça qu'est venue notre construction atlantiste, où on a été voir Columbia. Tu connais Columbia, n'est-ce pas? T'es à New York. Je vois des Renois du futur. Des Noirs qui arrivent à Columbia. Tu connais? Je sors, je suis à Harlem. Je suis devant l'Apollo. Je vois des Renois. C'est leur quartier. C'est Barbès en propre. C'est-à-dire, nous, on a des blédards et tout. Quand tu arrives à Harlem, ils disaient, c'est chez nous. Je leur dis, mais comment est né Columbia, tout ça? Ils m'ont dit, 95, Bill Clinton, il a mis son QG de campagne à Harlem. Et ça a fait un dumping et tout. OK? Fac de Columbia, concert de Talib Kweli à 15h. Je dis, c'est la meilleure fac du monde. Et je parlais avec des Américains et tout. Et je suis convié à un rendez-vous pour une activité ciné. Un dénommé Luc Besson me dit, Jay-Z veut me voir. Je dis, c'est Jay-Z. C'est moi, Jay-Z, pour un mec issu de l'immigration. Moi, je suis issu de l'immigration. Lui, il est haïtien, mais c'est un Américain. Ça représente quelque chose. Et Jay-Z décide de faire du cinéma. Les Américains étant pragmatiques se disent, c'est qui le plus grand producteur français? Luc Besson. Je veux voir Luc Besson. Et j'étais à Grensvort. Donc, qui est un peu le marais de... Et je suis là-bas, et Luc, il me dit, ouais, je dois voir Jay-Z. Tu vas voir Jay-Z? Je dis, j'y vais. Je rentre dans ma chambre, tel le bal de promo. Tu sais, j'essaye en disant, est-ce que Jay-Z me trouvera beau et tout? Évidemment, les Américains, il faut que tu saches un truc, c'est que quand le numéro 1, il vient pas,
ils envoient le mec au niveau du concerné. C'est moi qui y vais. Il envoie un autre gars. Et j'ai déjà raconté cette histoire. Je me retrouve dans le resto de Jay-Z, 4040, qui est à Manhattan. Donc déjà, le symbole d'aller dans le resto d'un Renoir à Manhattan, c'est comme si j'avais un resto sur les champs. Tu vois, il y a cette histoire. Je commande à manger, vient un noir américain, tu me coupes si j'ai tort, mon cher Raphaël, avec un beau costard. Alors les noirs américains, il faut que tu regardes la NBA. Souvent, les costards, c'est des portes de frigo. C'est vrai ou pas? Et donc là, je vois, je me dis, vu la qualité du costard, c'est un tailleur. Donc, je vois juste son poignet, je vois un tatouage. Mais là, il est venu en... C'est à faire, quoi. Alors qu'à l'époque, j'ai rien à lui proposer à part un déjeuner de mytho. Il me dit, ah, Jay-Z n'a pas pu venir. Bah évidemment, moi je suis Yacine Bellatar, c'est pas Jay-Z qui va venir me voir. Donc déjà, il me renvoie condition de palefrenier. On ouvre le menu, c'est un resto gastronomique, pas mal, tu vois. Enfin, semi-gastro. Et il y a un plat, j'ai déjà raconté, c'est 2 tranches de pain de mie, je dis aux Américains, beurre de cacahuète, gélatine de groseille. C'est qui est le truc que tu vois dans les séries et tout. Le prix, donne-moi un prix, combien ça coûte? 50 balles. $250. Prix de conception, les Américains, $1. Même pas. Et je dis, pourquoi ça coûte aussi cher? Il me dit, bon, je le dis en anglais, il me dit, I'm gonna tell you the story. Déjà, tous les Américains, ça commence souvent en bar, je vais te raconter une histoire. Déjà, et il me dit, tu sais que c'est le plat que mangeait Jay-Z quand il était petit, il n'avait pas d'argent. C'est le plat de riche, quoi. Et je dis, ah ouais, vous ne devez pas beaucoup en vendre. Il me dit, c'est le plat le plus vendu. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, they don't buy the sandwich, they buy the legend. Tu sais, il m'a dit ça, je vais te raconter après ce qui s'est passé, parce que c'est très marrant. Moi, j'aime bien les débats, j'aime bien discuter. Et des fois, dans un débat, c'est comme en boxe. Tu baisses ta garde et l'autre, il te met une punch. Là, il m'a éteint. C'est-à-dire, tout le reste du déjeuner, je bégayais, parce que moi, je n'allais pas lui dire. Tu sais qu'en banlieue, il y a une asso, ça s'appelle SOS Racisme, et la gauche, tu sais, il parle à d'autres places. J'ai même pas... Je rentre à l'hôtel, il y avait Luc. Tu vas dire, alors, j'ai Z. Et tu sais, j'ai regardé Luc, c'était il y a 15 ans. J'ai dit, Luc, on est mort. Ils ont des Renois. J'ai pas un mec. Et le mec, pendant le déjeuner, il a déroulé. On a 3% des nets. Jay-Z, il a une boîte qui s'appelle Jay-Z World, où on prend des tickets en priorité chez les Renois. Je sais pas si tu mesures le concept. Qui a reproduit son schéma? The Weeknd. The Weeknd vient de lever $300 millions et il vient de donner, c'est le plus grand donateur de la cause palestinienne. Est-ce que The Weeknd est palestinien? Pas du tout. Il a envoyé, c'est son oseille. Ce que je veux te dire par là, Frangin, ici, moi, je suis de cette école-là. Donc déjà, par opposition, je suis pas d'accord avec Mélenchon. Je suis pas d'accord pour réinstituer un truc associatif et de dépendance de l'État. Pourquoi, Frangin? Tu m'as l'air d'être un enfant bien éduqué, tu as dû grandir, ta mère a pris soin de toi et tout. Je dis pas que les mecs de cité, on est mal éduqués. J'en ai un là au bout, là, qui vient de se lever pour partir. En fait, le problème des gens des cités, c'est que la gauche nous a inculqué qu'on ne peut pas réussir si on ne passe pas par eux. Donc les assos, donc la culture de l'excuse. Et en fait, ça a créé une psychologie amoindrie. Parce que tu te dis encore, je dois. Mélenchon, il vient de cette école-là. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu m'autorises à le dire avec ta femme, venez, on est honnête. Moi, j'aime pas l'argent. Mais j'aime bien en faire. Mais j'aime pas l'argent. J'aime pas ce que ça crée sur les gens et tout. Mais je suis fier d'en avoir. Je suis fier d'avoir réussi dans la vie et j'ai pas l'impression d'être un voleur. Mais par ailleurs, je veux que Mélenchon, ils se disent, si je remets ces gens-là et que je me les approprie et que je les laisse pas réussir par eux-mêmes, pour eux-mêmes, en fait, je conditionne ce que je combats, c'est-à-dire la figure tutélaire. Et aujourd'hui, je te le dis, regarde, il y a des frangines qui sont là, qui veulent pas dire leur âge. Ces femmes-là se sont émancipées par elles, pour elles. Ouais. Et c'est des mamans, c'est des tantes, c'est des épouses qui se sont faites eux-mêmes, qui portent la communauté. Est-ce qu'elles ont envie d'entendre un mec comme Mélenchon dire « c'est moi qui ouvre les portes dans les quartiers » alors que nos mères, excuse-moi, je vais te dire quelque chose et je vais essayer de pas faire pleurer, c'est nos mères qui ouvrent les quartiers. Quand tu es une daronne et que tu descends sur un point de deal pour aller chercher ton fils, je peux te dire la gauche, là, elle est très très loin. Et ouais. Tu vois, et pour moi, et pour conclure sur Ali, je suis triste qu'on se parle plus, vraiment. Mais je suis honnête. Raquel Garrido, il y a un mois, je mangeais des merguez dans son jardin, je l'ai raconté dans le podcast. C'est pas pour que quand elle se présente, je lui tourne le dos.
Néanmoins, ce que représente Ali... Je sais pas si c'est ça les enjeux. Si c'est quoi ? Je sais pas si c'est vraiment ça les enjeux. Alors, c'est pas une histoire d'enjeu, c'est une histoire de loyauté et de respect. Quand tu as quelqu'un qui est intime dans ta vie, je te pose la question à l'envers. Ton ami se présente à une élection. D'accord ? Tu soutiens ton ami ou pas ? Ça dépend s'il met en avant. S'il te plaît, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que quelqu'un que tu connais depuis 15 ans... S'il se présente député RN, non, je suis pas derrière lui. C'est le cas d'Hidalgo, pardon, lapsus. C'est le cas de Garrido. Excuse-moi, Julien, est-ce que tu crois qu'il serait aussi ami avec quelqu'un qui se présente en tant que RN ? Il y a un minimum de logique quand même, Julien. Il faut arrêter la mauvaise foi aussi quand même. Je prends un cas exagéré pour te dire... Non mais reste dans le raisonnable. Non mais c'est surtout, faut être réaliste. Faut être réaliste dans ta question. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Comme quoi ? Justement, je te les pose. Comme par exemple, est-ce que ça va pas faire perdre comme l'autre, suivant qui on considère le candidat officiel ? Attends, donne-lui le micro, vas-y. Bonjour, toi t'étais timide il y a 20 minutes. Bonjour, comment tu t'appelles ? Moi c'est Ramzi. Ramzi, ouais. En fait, c'est exactement ça le problème. C'est que déjà, dans un premier temps, tous les politiques ne doivent pas se dire que les gens issus des quartiers vont voter forcément pour Mélenchon. Pour que derrière, ils puissent s'accorder la cause et se dire, ouais, nous aussi on peut proposer quelque chose pour les quartiers. Tu comprends déjà ça ? Deuxième des choses, c'est que face à la gravité des choses et face à la montée de l'extrême droite, Mélenchon, au lieu de faire profil bas, au contraire, tous les jours, il alimente des polémiques qui font du mal à la gauche. À un moment donné, c'est à ce moment-là où on se dit, on va tous prendre du recul et on va laisser faire les choses et on va laisser la cause au-dessus de tout. Et c'est ça le problème. Et par rapport à Ali, ce qu'il essaye de dire, c'est que Ali, quelque part, moi, si je serais à sa place, j'aurais dit à Mélenchon, non mais moi, je vais pas prendre tes patins, moi, je suis qui, moi ? Je suis ton petit, moi, pour un bout de pain, tu viens, tu mets face à Garrido. Et en fait, c'est ça. C'est comme si c'était le grand du quartier qui t'envoie aller chercher une bouteille d'eau ou une canette et il te dit vas-y, garde la monnaie. Non, c'est pas comme ça. Soit tu me prends parce que je te sers et tu y crois, mais pas pour aller éjecter l'autre et pour donner une crédibilité parce que je suis noir. C'est pour ça que je t'ai mis, pour défendre un peu et pour pas dire que c'est par vengeance. Tu sais, pour te dire sur Raquel Garrido, puisque tu vas rentrer dans les détails, c'est horrible. Tu me fais parler d'un truc que j'avais... Raquel, je lui ai dit, Raquel, n'attaque pas, malgré le contexte, n'attaque jamais Ali sur la question de l'antisémitisme. Si tu es mon ami, et vraiment, je suis très affecté de te le dire, parce que c'était une discussion privée. Parce que je lui dis, c'est un frère que j'apprécie. Ali Dura ? Ouais, Ali. Tu le connais depuis longtemps ? Ali, je le connais depuis 4 mois. Ok. Pourquoi ? Parce que je crois en lui politiquement. Parce que localement, on m'a dit, il y a un mec qui s'appelle Ali. Il a du talent. Attends, je laisse-moi aller au bout. Tu me poses la question. Moi, Ali, j'avais de l'ambition pour lui. Il est fougueux, il a de l'ego, tout ça. Mais il a aidé des gens. Et je voulais, au moins, pas à travers moi, parce que sinon ça voudrait dire que je paraphrase Mélenchon, qu'il s'apaise pour devenir une figure politique. Ce que vient de dire Ramzi. Parce qu'il y a des codes en politique. Tu vois, il y a des codes. Et en plus, c'est un Renoir. Disons la vérité, c'est pas un Renoir comme toi. C'est un Renoir sombre. Et à l'image... Non, mais on en est là, les amis. C'est-à-dire que quand... Est-ce qu'il faut qu'il s'apaise vraiment ? Mais, excuse-moi, vraiment, je te le demande. Vraiment, j'aime pas ce discours de vieux con, surtout depuis hier. Frangin, l'apaisement, et crois-moi, celui qui te le dit, tu peux lui faire confiance. C'est important. C'est pas parce qu'on crie, c'est pas parce qu'on est énervé. Je l'ai pas vu crier. Non, c'est pas, je te dis, tu te trompes. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je te dis que même dans le discours, on doit recruter. On doit, tu vois, la mamie de Montluçon, elle regarde Ali à la télé. Il suffit qu'Ali soit juste filmé de côté, pas bien, elle se dit « Ah non, ça jamais ». Déjà parce que tu connais pas ça. Mais mon père me dit toujours quand je vais à la télé « Sois propre ». On dit « Mais il est possédé lui ». Mais c'est vrai. Tiens-toi bien. T'es là à la télé. Et en plus, visiblement, tu es dans la communauté sans lettres, mais tous les rebeux et les Renois, quand ils voient un autre rebeu à le Renois, ils disent « Fais pas n'importe quoi, mon pote. S'il te plaît, parle bien ». Et le premier truc, moi, qui a fait qu'à un moment, les gens m'ont un peu soutenu, c'était sur l'élocution. Je dis pas que je suis le meilleur,
Parce que les frangins des années 80 parlaient... Dans la tenue... Dans la tenue, mon ami. Non, mais tu parles bien. Mais tu respectes pas toutes les règles. Et c'est aussi pour ça que les gens t'aiment bien. Non. Les gens, ils m'aiment bien, j'imagine. Moi, c'est toujours compliqué de parler de ça, je suis pas Mélenchon, mais je vais te dire. Je pense que les rebeux et les renards, il faut leur poser la question, mais je pense qu'ils m'aiment bien parce que je baisse pas la tête. Ouais. Et que ça leur fait plaisir. Ouais, mais c'est pas une règle, ça. Donc c'est pas ça. C'est pas une règle. La mamie de Montluçon, quand elle te voit à la télé, elle pense c'est pas une règle. Bah, la mamie de Montluçon, même pas. C'est pas une règle, c'est un droit. D'arriver sur un plateau télé, regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire, comme en boxe, je vais tenir 12 rounds. Et bah, aujourd'hui, en France, pardon, hein, il y a un pote à moi qui m'a dit un truc, il m'a dit, plus j'avance en politique, plus je me dis, comment t'es resté aussi longtemps face à Zemmour? Je lui dis pourquoi? Il m'a dit, j'ai parlé avec une meuf du RN, à la deuxième phrase, je lui ai dit, va niquer ta mère, sale vieille. Je dis, ah ouais, frangin, quand t'es en télé, non, mais quand t'es en télé, et qu'à un moment, ils sont 3-4 en face de toi, j'ai appris un truc ce matin qui va te faire rire, qui va être ministre de la Culture de l'extrême droite? Éric Nolot. D'accord? Potentiellement, ils ont dit ce matin, c'est lui. Regarde-moi ce que je me suis dit ce matin. Le potentiel ministre de la Culture a voulu me frapper. Donc je pense que ma subvention pour mes ateliers théâtre, je crois, mais c'est pas grave, on trouvera l'oseille, évidemment. Mais le moment de voir Nolo craquer, et dorénavant sur Twitter, dès qu'il parle, les gens lui disent « Yacine Bellatar avait raison, t'es un grand raciste », ça n'a pas de prix. Donc c'est pour ça que je te dis, et vous deux, vous êtes un couple très intéressant. Vos points de vue et tout, c'est les vôtres, on peut être en accord, en désaccord. Mais frangin, je parle sous tutelle des gens qui écoutent. Il n'y a pas un podcast comme le nôtre. Pourquoi? Parce que la parole qui est nôtre ici, elle n'existe même pas dans les médias. Moi, j'ai des journalistes. C'est pour ça qu'on est là. Oui, non, mais absolument. Mais moi, je suis très fier. Tu vois, et tu connais, c'est pas de la fausse humilité. Jamais je dirais c'est mes auditeurs. Je dis ça pour les vanner, tous les glorieux et les glorieux. Mais tu sais, le moment émouvant pour moi au Bataclan, et je m'en suis pas remis. Pardon. Et je m'en suis pas remis. Pourquoi? Parce que le Bataclan, c'est une salle physique. Je suis en dépression depuis que j'ai fait le Bataclan. Je suis croyant. Je pense que j'ai été traversé par un truc là-bas qui est sombre. Tu sais, c'est sombre le Bataclan. C'est pour ça que je peux même pas en parler et tout. Je suis allé voir un imam hier. Je lui dis, j'ai des trucs pas bien. Il m'a dit, mais Yacine, regarde où t'as joué. Regarde, c'est quoi ce lieu? Et vraiment, je te le dis, il y a plein de gens qui veulent pas venir et tout, mais pour l'artiste qui est une éponge sur scène, quand tu absorbes tout ça, c'est pas des trucs de bouddhiste, l'énergie, tout ça, et je t'en parle avec beaucoup d'émotion. J'aimerais que d'autres artistes viennent donner de l'amour dans cette salle, du rire, parce que ça diffuserait nos émotions. Moi, j'ai fait le Bataclan et tout. Ça fait le moment le plus éprouvant pour moi, le plus beau, évidemment, mes enfants. Mon père au 3e rang qui rigole, ma mère qui lui répond, tu as vu cette scène magique. Mais quand j'ai dit est-ce qu'il y a des glorieuses et des glorieux et que l'intégralité de la salle se lève, il y a des rebeux, il y a des renois, il y a des blancs, il y a des gays dont le mec est pratiquant. Tu te souviens de ce moment? Et tu sais, il y a un mec, un rebeu qui m'a envoyé un message. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Hein? Les voix du Seigneur sont impénétrables. J'ai pas vu. T'as dit quoi? Les voix du Seigneur sont impénétrables. Oui, absolument, selon ses dires. Mais juste, je vais te dire un truc. Le rebeu qui m'a envoyé un message le soir, j'ai reçu 1000 messages. Il y a un rebeu, il me dit « J'aurais jamais cru rire avec un PD. » Ça, malgré la violence du mot, représente pour moi l'état d'esprit des 30 Glorieuses. L'autre, il sait pas qu'on dit pas PD. Mais en le disant, il y a un truc affectif. Et justement, c'est ça le... C'est ça, notre pays. Bah, ouais. Tu vois? Mais c'est aussi ça, du coup, hors du débat. Ali Diouara. Non, arrête. Ah non, mais vas-y, le relance pas, s'il te plaît. Non, ramène pas ça à Ali. Bah si. Non, ramène pas ça à Ali. Ou toi, ce qu'on peut te reprocher, parce que t'es un Nord ou un Arabe qui vient sur un plateau et qu'on arrive plein de préjugés sur toi, bah, c'est aussi... J'ai pas de préjugés sur Ali. Si on connaît la personne... Mais c'est pas ça. Toi, tu le prends pas mal parce que tu sais pourquoi il dit ça, tu sais ce que c'est. Mais c'est pas... Il le dit pas mais de mauvaise là, tu prends... Vraiment, je sais pas si t'as un lien avec lui. Aucun. Par respect envers au débat, aucun. Par rapport au respect au débat, je trouve qu'on a assez parlé d'Ali. Je t'ai dit la marque d'affection que j'ai avec lui. S'il gagne, bravo à lui. Que j'ai pris comme si Raquel perd, c'est la vie. Je voulais juste... Moi, si Raquel gagne aussi, c'est très bien. Mais je voulais juste que deux personnes que je connais pas de la même manière. Je connais Raquel depuis longtemps, je connais ses enfants, je connais sa famille, je vis des moments intimes avec eux. Tu peux ne pas le concevoir, on n'a pas la même lecture de la vie, mais juste un moment,
Raquel, je ne le suis pas redevable. Mais quand elle se présente, je la soutiens parce que aussi en tant qu'amie, elle a vécu un moment difficile. Je pose cette question en suspens à nos auditeurs et à toi. Quel est l'ami? Quand tu dis à quelqu'un, je suis un ami, qui à un moment, tu vois ton ami qui est éjecté par Mélenchon. Elle rentre chez elle, elle apprend que tout le monde a sa circo sauf elle. Bon, elle va pas bien, elle est dans un moment pas bien. Elle me dit, Yacine, j'y vais. Mais quand elle me dit j'y vais, puisque tu veux tout savoir, Ali, il y va pas. Il y a une temporalité à cette histoire que je voulais pas exposer. Ali, il est rentré après Raquel. Donc, je te pose la question. Lundi, je dis à Raquel, évidemment, on a même déjeuné ensemble. Je dis, vas-y Raquel, présente-toi, t'en bats les couilles. Tu vas y aller et tout, tu gagnes. Et là, le mec avec qui je parlais au téléphone, Ali, me dit, c'est moi. Quel est le chien, t'as bien entendu, chien, quand il voit le numéro de Raquel Garrido, une fois que l'annonce est tombée, il répond pas. Je t'ai donné ma parole, moi. Peut-être un jour tu traîneras et tu auras un ami aussi formidable que moi. Moi, quand je te dis on va y aller, je vais mourir avec toi. Je vais pas te dire je vais mourir avec toi. Et ma question, et je voulais pas en faire une affaire personnelle. Je ne comprends pas la question de Yacine Bellatar face à ces deux-là. Je souhaite néanmoins à Ali, en tant que mec de quartier militant, d'être protégé de toutes ces polémiques inutiles. J'en ai soulevé quelques-unes. Je lui souhaite, s'il peut gagner, de gagner. Mais moi, j'ai une question affective de l'autre côté. Donc, tu peux pas faire les deux choses en même temps. Non, je t'ai donné une valeur cardinale. Tu veux pas l'accepter? Si, l'amitié, je connais. Ouais, l'amitié, donc l'engagement. Moi, quand je dis à quelqu'un, ouais. T'es mon ami. Ça y est, on va crever ensemble. Ouais. Je vais te raconter une histoire kabyle pour qu'on se quitte là-dessus. Parce que les Kabyles ont des belles histoires. C'est un homme, il voulait tester l'amitié. Il a tué un mouton, il l'a mis dans un sac. Donc il y avait du sang, tu vois. Et il tape à la porte de son premier ami, il lui a dit, j'ai tué quelqu'un. Viens. Et l'autre, il dit, je peux pas venir. Le deuxième, il lui dit, je veux pas d'embrouille. Et le troisième, il ouvre la porte, il dit, j'ai tué quelqu'un. Il n'a pas fini sa phrase, il prend une pelle. Et il avance, il lui dit, mais attends, je t'explique. Il dit, non. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir pourquoi tu l'as fait. C'est comment je protège mon ami. Et quand ils sont arrivés sur la plage, ils ont fait un méchoui. Et je te conseille ça à 41 ans. Quand on a ton âge, 42 pardon, mais à ton âge, à 31 ans, vous êtes un couple magnifique, t'as plein d'amis. Les gens qui ont mon âge savent de quoi je parle. Je pense que j'ai 3 numéros. J'ai des gens que je considère comme des frères, tout ça, l'appellation. Mais des gens où tu te dis, s'il m'arrive un truc de dingue, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du téléphone? Frangin, moi je suis connu. J'ai des polémiques de ouf. Et quand des fois, des gens que tu croyais, qui disaient, tu vois, je vais te dire, même, je le dis pas publiquement, mais normalement, tu sais comment je fais le test des gens qui me connaissent? C'est de savoir si j'ai des enfants, si j'ai des filles ou des garçons. Je pense que les glorieuses et glorieux, en ça, vous êtes des amis, parce que vous savez que j'ai 2 filles et un garçon. Mais il y a des gens qui disent, ouais, Yacine, je le connais. Et je lui dis, tu sais, avec mes 3 garçons, et le mec, il rétorque pas. C'est comme ça que je déteste les gens. Et je le reprends en disant, mec, t'es même pas au courant de c'est quoi mes enfants. Vous êtes au fait que mon fils est pas bon en art plastique. Non mais, pourquoi je te dis, et je vais partir un peu pleurer parce que je suis en redescente du climat politique. Oui, je parle au président de la République en ce moment. Je ne l'ai pas dit à la presse, je te le dis ici. Parce que j'ai un canal avec lui. Et je suis contre le nini. Je suis pour que le président, je vais faire tout ce que je peux. Je vais user de ma relation avec lui pour que j'espère, ils disent, quand vous avez un cas au second tour... J'espère aussi. Hein? J'espère aussi. J'espère. Et je te le dis ici, évidemment qu'on est plusieurs, je ne suis qu'un élément. Mais comment avoir ce numéro et pas l'utiliser en ce moment? Comment, Frangin... Pragmatisme. Non, mais c'est pas ça. La décision, elle lui incombe. Ce que je veux dire, c'est que moi, je veux me réveiller le matin et me dire, au moins, quand j'envoie un texto et que lui, il le reçoit et qu'il se dit, peut-être j'ai reçu 14 textos de gens qui me disent, Mélenchon, c'est un connard. Mais le renvoie pas dos à dos avec des mecs qui vont écrire comme loi, ça se trouve au mois de juillet, toute femme musulmane portant un voile doit faire une garde à vue. Parce que c'est ça l'effet qui se coule. L'effet qui se coule, c'est, je le vois, et je pense que beaucoup d'entre nous
musulmans ou pas, vont se dire waouh, putain, ma daronne, elle était en garde à vue parce qu'elle était voilée au centre commercial. Merci à toi, cher ami. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Vous pouvez applaudir. Merci, c'était une très belle émission. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi, mesdames et messieurs. Le score est sans appel, 36,5%. Le dernier sondage qui est sorti là, il est 20h. Il n'y aura plus de sondage pendant, mais il donne une victoire et une majorité absolue à l'extrême droite. Ça va être un très mauvais week-end. Allez voter, s'il vous plaît, allez voter. On vous le demande, mesdames et messieurs. Il en va de... Et votez pour le Front Populaire, évidemment, quand en face de vous, vous avez de l'extrême droite. Et surtout, voilà, c'est pas possible. Prenez soin de vous. À lundi, dans un contexte qui sera, mon cher Seb, très particulier. On peut espérer que... Moi, j'ai l'espoir sur les procurations. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prononcés. Il y a un vote caché, on verra là où il ira. Merci Seb, merci à toi, mon Yass. Oui. Vas-y. Marilyn, vas-y. Prends le micro si tu veux, Marilyn. Je me suis retrouvée devant un cas pour ma fille qui devait s'inscrire. Alors sur coupe. Attends, mais je coupe le générique, mais je coupe pas la séquence. Ma fille devait s'inscrire sur les listes électorales de Sevran. Il y a eu un cafouillage sur les documents, livrets de famille, etc. Et du coup, on s'est aperçu qu'elle pouvait voter là où elle avait fait son recensement l'année dernière enfin, entre 16 et 18 ans, il faut le recensement. Ouais. Et du coup, elle est automatiquement inscrite. Donc, ne pensez pas que vous ne pouvez pas voter. Renseignez-vous sur la mairie où vous avez fait votre recensement. Ok. Voilà. Merci Marilyn, tu as niqué le générique. Non, mais c'est pas grave. Merci. On se retrouve. Et c'est une info intéressante en tout cas, oui. Merci à lundi, mesdames et messieurs. Et n'hésitez pas à envoyer des Insta, tout ça pour échanger. C'était magnifique. Prenez soin de vous et bonne chance à tous les candidats sauf ceux du RN. À lundi. Merci mon Yass, bisous. Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.